Bienvenue au tout premier épisode du podcast Sur la piste du crime. Je me présente René et je suis accompagné de ma charmante épouse Mireille. Ma charmante épouse, misère. Mais tu m'as charmé, donc par définition, ça fait de toi Ok. quelqu'un de charmante. Je t'ai charmée, hein? Oui, beaucoup. Oui. Ben, allô tout le monde! Bonjour. Donc, on va commencer avec un petit disclaimer. On n'est pas des criminologues, on n'est pas des avocats, on n'est pas des experts en loi, ni des écrivains. On est juste un couple qui aime jaser d'histoires true crime. Dans notre podcast aussi, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Donc, trigger warning pour les sensibles. Puis, Taka, si t'es sensible, pourquoi t'as cliqué sur un podcast true crime comme Allô? Puis dans notre podcast, ben, il va y avoir du sacrage de temps en temps parce que un violeur, c'est pas juste une marde, c'est un esti de marde. Puis on va pas se le cacher non plus, là. Un tabarnak bien placé, mais c'est drôle en crise. Oui, t'as raison. Puis si t'aimes pas ça, ben, je m'en calisse. Finalement, Mireille puis moi, on est des Ontariens. On parle le franglais. Fait que souvent, les textes, mais ça va sortir du croche dans les deux langues. Puis, anyways, je suis pas inquiète. Vous allez tous comprendre qu'est-ce qu'on dit, là. Puis, René, Oui, Mireille? où est-ce que la piste nous amène aujourd'hui? Aujourd'hui, la piste nous mène à New Liskeard en 1996. Pour notre premier épisode, je vais vous parler d'un cas qui est proche de nous, dans le sens que, tu sais, New Liskeard, c'est près d'où qu'on vit. Et puis, la personne en question, elle a à peu près la même âge que moi puis Mireille aussi, ou aurait à peu près la même âge que moi et Mireille. L'histoire se déroule, comme je l'ai dit, dans New Liskeard, dans une ville près d'où nous on a grandi. Ça implique une jeune fille qui s'appelait Mélanie Etier. Pour mes sources, aujourd'hui, j'ai lu plusieurs articles et entrevues de la Radio-Canada et de la CBC. Aussi, le salon funéraire Buffam l'éveillé de Haileybury, de l'information assez importante là-dessus. Un épisode de Cold Case Detective sur YouTube. J'ai aussi interrogé / tanné une couple d'amis que j'ai qui vivent encore à New Liskeard par Haileybury. Et puis finalement, le podcast excellent de The Next Call par David Ridgen qui, à mon avis, a fait un travail aussi bien, sinon mieux que la police dans ce cas. Fait qu'on va commencer. Partie 1, Mélanie la Bubbly. Oh, bubbly. Donc, Céline Etier donne naissance à Mélanie le 25 décembre 1980. Un petit bébé de Noël! Oui. Oh. Puis ça, c'était pendant ses études au collège Cambrian de Sudbury. Fait que samedi, Céline a eu Mélanie à 18 ans. Donc, elle était enceinte quand elle est partie au collège. Ça te montre que c'est déjà une femme forte. Elle retourne immédiatement aux études le 4 janvier, voulant se supporter elle-même. Donc, tout de suite après, elle retourne à l'école. Le père de Mélanie, lui, est originaire du Botswana, en Afrique. Céline, elle l'a rencontré quand il étudiait en technique minière à Haileybury. C'est une petite ville à quelques kilomètres au sud de New Liskeard. Pendant la grossesse de Céline, le père à Mélanie est transféré dans un autre collège, malheureusement. Fait qu'il se quitte, mais comme sur des termes amicaux, parce que lui, il n'a pas le choix de changer de ville. Et puis, éventuellement, il retourne au Botswana. Céline, elle communique de temps en temps avec le père sur l'ordinateur. Puis, comme j'ai dit, ils se sont pas laissés de façon négative. Puis, du mieux que ce que je peux voir dans tous les articles, toutes les entrevues que j'ai vues, Mélanie, elle n'a pas vraiment aucune relation avec son père biologique. Céline gradue en travail social l'année d'ensuite et retourne avec Mélanie dans sa petite ville de New Liskeard. Là, pour les gens qui ne sont pas familiers, si vous cherchez sur une map aujourd'hui, vous n'allez pas trouver New Liskeard. Ça s'appelle Timiskaming Shores à cette heure. C'est une amalgamation de New Liskeard, de Haileybury et de Diamond. Donc, c'était 3 villes séparées à l'époque, en 1996. Aujourd'hui, c'est toute une ville. Toutes des petites villes. Dans plein d'entrevues différentes que j'ai lues et écoutées, Céline décrit Mélanie comme bubbly. C'est une même que j'ai nommée la première partie. Je suis pas trop sûr comment traduire ça en français. Comme évidemment, Céline est francophone, mais la plupart du matériel que j'ai trouvé en ligne, c'était en anglais. Je sais pas comment traduire bubbly, je sais pas comment on dirait ça en français, mais c'est clairement positif la manière qu'elle décrit sa fille. Toujours contente, excitée. Mélanie aimait tout le monde.
Quand elle était une petite fille, c'est supposé qu'elle arrêtait les gens dans la rue et les invitait à venir prendre un café avec sa mère. C'est donc adorable. J'aime ça. Elle était très sociale et fiable et responsable. Ses amis la décrivent comme intelligente, athlétique, a breath of fresh air et puis the salt of the earth. Elle ne souffrait pas d'aucun trouble mental et ne souffrait pas de dépression. Mélanie a aussi une petite sœur, Jessie, qui est 10 ans plus jeune qu'elle. Mélanie est comme sa deuxième mère. Je peux voir comment que la petite elle serait attachée à elle, surtout s'ils vivaient seuls avec leur mère. Donc, sûrement, Mélanie était souvent demandée à s'occuper de sa petite sœur Jessie. Mélanie, elle fréquente l'école secondaire catholique Sainte-Marie à New Liskeard. Et puis, petite anecdote, j'ai déjà travaillé là. En informatique, par exemple. En informatique, c'est ça. Mélanie travaille à la garderie Richelieu, qui est collée sur son école secondaire. Elle travaille à la garderie le matin avant ses classes et il travaille aussi en après-midi après l'école, où elle aide les petits à débarquer de l'autobus. Oh, c'est adorable, hein? Incluant sa petite sœur, qui va aussi à la garderie. Quand elle commence à travailler à la garderie Richelieu, sa mère Céline lui achète une montre pour s'assurer qu'elle soit toujours à l'heure. Plus tard, quand Céline se trouve une nouvelle job elle aussi, Mélanie aussi, elle y achète une montre pour les mêmes raisons. Mélanie elle rêve d'étudier à l'université pour devenir enseignante. Elle veut aussi visiter le Botswana pour y faire du bénévolat. C'est le pays d'origine de son père, comme j'ai mentionné tantôt. Mélanie, elle aime sa ville de New Liskeard. Puis, et de ce que j'ai lu, ça va très bien, même si c'est juste une des 3 filles noires de la communauté. Vous vous rappelez, nous autres, dans le nord de l'Ontario, surtout dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de diversité culturelle. Non. Non, même au secondaire, on se rappelle, nous, quand on allait au secondaire, on pouvait les nommer, il y en avait 2. Ben c'est ça, puis moi j'étais pour dire, on n'avait pas grand préjugé envers les Noirs à notre école secondaire. Comme tu dis, il y en avait 2. Oui. Moi je m'en souviens juste de 1 personnellement. Puis si ça aurait ri d'un Noir, ben, ça aurait été comme rire de cette une personne-là, ça aurait été bizarre. Quoi. Non, c'est ça. Il n'y avait pas... Puis en plus... Je me rappelle pas qu'il se faisait agacer non plus. Non, puis il était fort, puis il aurait pu tout nous battre. Oui, garanti. Les 2 en plus. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas catché, Mélanie est noire. Puis à ce temps-là, à New Liskeard, comme la plupart des communautés du nord de l'Ontario, comme qu'on vient d'expliquer, il y a très peu de gens noirs. Heureusement, elle n'est pas exposée à beaucoup de préjugés, car son groupe d'amis est composé de très bonnes personnes. Elle se tient loin des mauvaises influences, c'est une bonne petite fille. Même si Mélanie est francophone et fréquente l'école secondaire francophone à New Liskeard, sa mère indique que pendant l'été 96, elle se fait beaucoup de nouveaux amis qui fréquentent le secondaire anglophone, qui me semble c'est tout à fait normal pour une adolescente de cet âge-là. Tu trouves ton groupe d'amis, tu trouves la gang de monde que tu aimes. Mélanie a un chum aussi, Jacques Laplante, pendant la plupart de la 10e année au secondaire ou au secondaire 4 pour les Québécois à l'écoute. L'amour cesse pendant l'été 96 et au temps de sa disparition, Mélanie venait tout juste de se faire un nouveau chum, un garçon nommé Neil Fortier. Ça faisait à peu près 3 semaines qu'ils sortaient ensemble. En septembre 96, Mélanie vient de commencer la 11e année au secondaire. Elle a 15 ans et va bientôt avoir 16 ans au mois de décembre. Partie 2, la disparition. Oh, j'aime pas ça. Je l'aime, Mélanie. J'aime qu'est-ce que tu me dis. Ça me fait penser à notre fille qui va avoir 16 ans bientôt en plus. Exactement à la même âge. Hein? C'est pour ça que l'histoire, elle vient beaucoup me chercher. C'est ça. Puis je voulais passer beaucoup de temps à décrire Mélanie aussi. Oui. Juste parce que je pense que c'est important de parler d'elle. Les petites filles bubbly qui se tiennent avec un groupe de l'école anglophone, pareil comme la nôtre. Le 28 septembre 1996, un samedi, Mélanie a besoin de faire des commissions. Elle veut faire un gâteau pour la fête de sa grand-mère qui est dans 2 jours, le 30 septembre. Ah! Le 30 septembre! Je sais pas qui a une fête le 30 septembre. C'est bien pas. T'es mieux de le savoir. Mélanie part de chez elle en matinée et visite d'abord une amie proche de sa mère, Sylvie Chartrand. Sylvie, c'est la meilleure amie de Céline et les 2 femmes se connaissent depuis qu'elles ont 6 ans. Les 2 familles sont très proches. Pendant la visite, seulement Sylvie et sa fille de 6 ans, Stéphanie, sont là. Le conjoint de Sylvie, lui, Denis, et le fils de Sylvie, Jason, sont pas là. Puis juste, side note, Denis, c'est pas le père à Jason, c'est son beau-père. OK. Ça va être important plus tard. OK. Denis et Jason sont partis à la pêche pour le week-end. Mélanie, elle parle de sa nouvelle job à la garderie avec Sylvie.
Elle parle aussi des problèmes financiers de sa mère, parce que, on se rappelle, sa mère est monoparentale, puis elle a 2 enfants. Mm-hmm. En 96, au mois de septembre, ils n'ont pas d'auto fonctionnel, puis leur ligne de téléphone vient d'être déconnectée, faute de non-paiement. Sylvie dit que pendant la visite, Mélanie, elle se casse un ongle, puis elle était étrangement bouleversée par ça. Sylvie, en ricanant, elle lui dit, ben c'est pas grave, tu sais, c'est juste un ongle. Mm-hmm. Puis l'ongle, c'est un petit détail étrange d'après moi que Sylvie mentionne, puis tu vas comprendre un peu plus tard pourquoi. En entrevue avec Radio-Canada au sujet de la coupure de leur service de téléphone, Céline, sur la mère de Mélanie, dira que quand elle annonce à Mélanie que leur service de téléphone est coupé pour la fin de semaine et que finalement, c'est pas si grave que ça parce qu'elle va pouvoir payer la facture le lundi matin, donc le 30, dans 2 jours, elle dit « Ben, c'est pas si grave la fin de semaine sans téléphone. It won't kill us. » Oh boy. Elle se souvient distinctivement d'avoir dit ça. Oh boy. Les petits détails qui restent avec toi, là, c'est bizarre. C'est parce que ça te revient après. Hein? Donc, après environ 1 heure de visite chez Sylvie, Mélanie quitte et s'enligne vers le centre-ville de New Liskeard, downtown New Liskeard, pour faire ses commissions. Elle croise sa meilleure amie qui l'aperçoit de la bibliothèque municipale où elle faisait des devoirs. Puis là, je tiens à mentionner, un samedi matin, 15 ans, fait des devoirs à la bibliothèque. Wow! Ouais, non. Moi, je veux parler aux parents. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui la nourrit, ça. Oui, hein? Uh-huh. Oui. J'ai des questions. Oui, j'ai des grandes questions. J'ai la main levée. Les devoirs prennent le bord pas mal vite, par exemple, et son ami se joint à Mélanie pour aller magasiner. L'ami, elle veut rester anonyme, donc pendant tout le reste de l'histoire, là, quand que je vais dire l'ami de Mélanie, je parle de cette une fille-là. Puis d'après tout ce que je peux voir, là, c'est sa meilleure amie. La meilleure amie de la bibliothèque. C'est ça. OK. Fait que quand c'est l'ami de Mélanie, c'est l'ami anonyme. OK. Mélanie, elle achète des affaires pour faire un gâteau pour sa grand-mère. Ensuite, les 2 filles dînent au Pizza. En après-midi, ils marchent jusqu'à Diamond. C'est juste un petit village au nord de New Liskeard pour que Mélanie elle ramasse de l'argent qu'on lui doit pour avoir gardé. OK. Elle va collecter ses dettes. Le samedi soir, les 2 filles ils se rendent au magasin de location de vidéos Mike Walton. Puis là, anecdote, oui, des magasins de location de vidéos parce que ça existait en 96. Mm-hmm. Et puis, anecdote numéro 2, quand que ma famille avait un corner store à Fauquier, on louait des vidéos, nous aussi. Les vidéos venaient de chez Mike Walton. Fait qu'il y avait un international reach, ben jusqu'à Fauquier. International reach. Ouais. International, de New Liskeard jusqu'à Fauquier. Northern Ontario. Et quand que René dit corner store, c'est un dépanneur. Un DEP. Un DEP. Oui. Un DEP. Attention, t'es P. Bah! OK, donc, ils se rendent au magasin de vidéos de location Mike Walton, au centre-ville de New Liskeard. C'est près du domicile à Mélanie, pour y rencontrer des amis et se louer un film, évidemment. Le groupe d'amis, ils flânent pendant un bout de temps, comme tous les adolescents des années 90, dans un magasin de vidéos. Moi, j'aimais ça flâner là, c'était le fun. Oui, mais je m'ennuie de ça. J'aurais aimé ça que nos enfants vivent ça. Ouais. Aller louer des films. Il y avait du popcorn, se pogner des treats. Comme imagine, on a remplacé toute l'expérience de flâner dans un magasin de location de vidéos avec peser up and down sur ton remote sur Netflix. Ta télécommande. C'est ça. Mm-hmm. C'est plus le fun, ça. Non. Puis, tu sais, si ton film n'était pas là, t'avais pas le choix d'attendre. Choisir quelque chose d'autre. Qui l'a loué? Je vais aller le chercher chez eux. Il va-tu revenir à soir? OK. Et puis, finalement, le groupe se décide sur un film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Sudden Death. Connais-tu le film? Sudden Death? Non, je pense pas. Spoiler alert, ouais. C'est un film où Jean-Claude Van Damme sauve la finale de la Coupe Stanley. Ah! Oui. T'as-tu vu ça, toi? Oui, j'ai vu ça une fois. Puis je recommande pas de le voir plus qu'une fois parce que c'est pourri. Il y a les Penguins de Pittsburgh, mais ça, c'est une recréation d'une finale de la Coupe Stanley de 92 ou 93. C'est pas 93, parce que 93, c'était pas Montréal qui avait c'est gagné. 91 ou 92, c'est ça. Oui. Après avoir le film, aux alentours de 10 heures, le groupe d'amis arrive chez Céline parce qu'ils veulent watcher le film. Céline dit qu'il n'y a pas grand place chez eux, puis en plus, sa mère est en visite, fait que présumément, ils sont dans le salon. Mélanie demande, au lieu, on peut-tu watcher le film dans ma chambre? Là, sa mère lui rappelle que, comme toutes les adolescentes, sa chambre, c'est un mess.
Ouais. Right? Tu devrais pas... Can confirm. C'est ça. Tu devrais pas amener tes amis dans ta chambre parce que ça me gêne que c'est un mess. Ouais. Ouais? Eux autres, ça les gêne pas. C'est les parents que ça gêne. C'est ça. Là, en entendant ceci, Mélanie s'exclame joyeusement, d'après Céline, « Let's go, guys! » Et le groupe décide qu'ils vont trouver une autre place pour watcher le film. Mm-hmm. Il n'y a rien de négatif dans cette interaction, puis je vais être vraiment clair là-dessus. Puis après tous les témoignages, Mélanie n'est pas fâchée, pas triste, n'est pas déprimée, rien de ça. C'est juste, elle veut pas nettoyer sa chambre, fait qu'ils vont aller watcher le movie ailleurs, right? Not a big deal. Mm-hmm. Un groupe d'ados qui cherchent une place, puis ils vont juste aller ailleurs. Pour les gens dans les grandes villes, vous allez dire peut-être, à 10 heures le soir, ils vont se mettre à marcher puis aller chercher une autre place. Ben, moi, je vous confirme que dans les années 90, dans le nord de l'Ontario, on marchait tout partout à n'importe quelle heure. Oui. Puis mes parents se sont jamais inquiétés qu'on parte. J'ai jamais eu de couvre-feu. Ben, si on était en gang, c'était jamais un problème. C'est sûr que marcher tout seul, la nuit, après 10 heures, non, peut-être pas. Mais dans ce temps-là, même encore aujourd'hui, on envoie des... En gang, c'est bien correct. Moi, je vois pas... non, des adolescents, ça... Je vois rien d'anormal là-dedans. C'est debout tard, puis c'est ça. Il quitte la maison de Céline, qui est sur la rue Wellington, au centre-ville de New Liskeard. Céline a dit qu'elle les suit dehors, puis elle regarde Mélanie et ses amis s'en aller en marchant sur le trottoir. Puis ce qu'elle trouve tout de suite d'étrange d'elle-même, parce que normalement, elle regarde jamais Mélanie quitter la maison. Puis elle va même dire en entrevue, elle se demande pourquoi que je suis dehors à la regarder partir. Oh my God. Malheureusement, ce sera la dernière fois que Céline va voir sa fille. Ah, ça me brise déjà le cœur. Je m'excuse. Oh. La gang d'ados part à la recherche d'une place pour regarder leur film. Puis là, la suite des événements, c'est que je combine bien des entrevues, bien des articles ensemble. Mm-hmm. Fait que du mieux, ce que je peux déterminer, là, comme c'est là, à ce temps-ci, le groupe il est composé de... Il y a Mélanie, il y a sa meilleure amie anonyme, il y a Neil, le chum à Mélanie, de 3 semaines. Oui, son nouveau chum. Là. Son nouveau chum. C'est pas Jacques. C'est pas Neil, Jacques, ouais. c'est Neil. Ouais. C'est ça. Et puis, il y a aussi 3 garçons. Il y a Dave Bromley, Ryan Chatwin, puis Jay Denomé. La gang se dirige vers la maison à Samia Benchabi, qui est la blonde de Dave Bromley. OK, ils sont combien en tout, là? Là, ils sont 6. 6, OK. Puis ils s'en vont... Ouais, ils sont avec... Puis Dave est avec eux autres. Là, ils s'en vont chez la blonde à Dave, Samia. OK. Puis là, arrivés là, par exemple, ils se font refuser de regarder le film tout de suite parce que la famille Benchabi, ben, sont en déménagement. Ils sont en train de pacter des boîtes. Puis ça leur tente pas que les teenagers calissent le film chez eux, tu sais. Je comprends bien ça. Oui, non, c'est ça. On a déjà dit non, nous autres aussi, ça a déjà arrivé. Pas besoin d'être en déménagement pour dire non. Non. Le groupe quitte la maison Benchabi, maintenant accompagné par Samia aussi et son gros chien. Je sais que ça t'intrigue, moi aussi ça m'intrigue. On ne sait pas quelle sorte de chien que c'est. Oh! On sait juste que c'est un gros chien. Un gros chien. Mm-hmm. Comme ça, des pitous. Et il se dirige maintenant chez Ryan Chatwin, Ryan qui fait partie du groupe, je vous le rappelle, sur la rue Pine. Samia les accompagne seulement à mi-chemin et rebrousse chemin vers chez elle, rendue au pont qui traverse la rivière Wabi sur la rue Armstrong au centre-ville de New Liskeard. Okay. Pourquoi Samia est virée de bord, je ne sais pas, c'est juste ça qui arrive. C'est ici que l'histoire commence à être sketch. En retournant chez elle, toujours accompagnée de son gros papy, Samia est approchée par une fourgonnette blanche, rouillée. Il y a 2 hommes qu'elle décrit comme pouilleux, âgés entre comme 30 et 40 ans dans la fourgonnette. Les 2 hommes lui demandent des directions en ville, qui est déjà weird, parce que la route 11 qui passe à New Liskeard, elle passe en dehors de la ville. Oui. Donc, faut que tu fasses un effort, faut que tu débarques de la route pour rentrer dans la ville. Right? Fait que comme, il ne devrait pas avoir de gens qui ne sont pas locaux en ville. Quand tu passes pas tu passes pas dans New Liskeard juste pour le fun. C'est ça que je trouve bizarre. Non, c'est ça. Right? Comme si tu es juste quelqu'un qui passe au travers de la ville, tu vas passer ça à côte, puis tu vas passer en avant du Walmart, puis toi, tu vas pas rentrer dans la ville. Fait que quelqu'un qui demande des directions, c'est déjà bizarre. C'est louche. C'est très louche, oui. Heureusement, Samia est immédiatement très méfiante, surtout par le comportement de son chien, qui vraisemblablement aime pas ces 2 pouilleux-là, pantoute, puis arrête pas de japper après eux autres. Je te dis, René, quand les chiens aiment pas certaines personnes, c'est un warning. Le chien, il le savait. Puis on sait pas c'est qui ces 2 hommes-là,
Mais le chien, il a peut-être bien sauvé la vie à Samia. Oui. Samia, elle ne dit rien, puis elle était peurée un peu, tu sais, parce que visiblement, son chien lui dit qu'il y a quelque chose de louche. Elle retourne chez elle immédiatement. Samia, elle se rend chez eux, ça échauffe, puis elle dit jamais avoir revu ces deux hommes-là après le soir. Bonne chose pour le pitou. Là, le groupe d'amis, il arrive chez Ryan Chatwin, c'est au bout de la rue Pine Est, à l'intersection de la rue Robert. Dave, quand il arrive chez Ryan, Dave, qui est le chum à Samia, fait que Samia est retournée chez eux. Là, une fois qu'il arrive chez Ryan, Dave, il décide de continuer jusque chez eux. Il ne va pas rentrer chez Ryan. OK, lui, il a juste décidé de s'en aller lui aussi. Ouais. OK. On imagine, il est passé 10 heures, il doit peut-être être 10h30 le temps qu'il fasse ce bout-là. Dave, il dit, il faut que j'aille chez eux. Puis il faut qu'il rentre chez eux parce qu'il venait d'être impliqué dans un petit accident d'automobile mineur. Puis il devrait rentrer chez lui plus tôt que d'habitude comme conséquence. Dave était groundé. Ah, OK. Ouais. Dave, il dit, j'avais jamais l'habitude d'écouter mes parents, mais ce soir-là, la seule fois que je décide de respecter les règlements, c'est la décision qui change tout parce que Dave, il va être hautement critique du fait que personne n'accompagne les filles chez eux plus tard. Oh non. Donc lui, il s'en voulait de ça? Lui, il s'en veut parce que plus tard, il va dire moi, je les aurais marché à la maison. Oh non. C'est comme shit. C'est sûr que c'est facile de dire ça après, mais comme pas de raison de pas le croire non plus. Là. Ouais. Fait que chez Ryan, le groupe s'installe au sous-sol pour, et spoiler alert, regarder Jean-Claude Van Damme sauver la finale de la Coupe Stanley dans Sudden Death. Non, je l'avais dit tantôt. Ouais, tu l'as dit. Mon texte, c'est de la merde. Fait que si tu l'as pas vu, le film, dérange-toi pas avec ça. C'est de la merde, ce film-là aussi. Pareil comme ton texte. C'est ça. Les parents de Ryan sont là aussi, mais ils sont dans leur chambre. Puis d'après tous les témoignages, la soirée, c'est une soirée bien tranquille. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Apparemment, ils mangent des Joe Louis. Ouh. Ouais. Hey, ça fait années 90. Ouais. Les petits gâteaux vachons. Uh-huh. On avait toujours dans nos lunchs. Là, un à un, les membres du groupe quittent pour se rendre chez eux. Le premier qui quitte, non, Dave est déjà parti. Le deuxième qui quitte, c'est Jay dénommé. Jay dit qu'il devait être chez lui entre 11h et minuit. Fac, comme tout bon adolescent, bien écoutant, il part de chez Ryan vers minuit et demi. Ouais. C'était pour dire qu'il est en retard certain. Lui, il habite au nord de chez Ryan, donc il n'empruntera pas le même trajet que Mélanie et l'ami de Mélanie emprunteront plus tard. Jay se souvient d'avoir reçu un char de marde en arrivant chez eux. Je traduis de l'anglais. My mother was waiting up for me and read me the Riot Act. The Riot Act. Ouais, je connaissais pas l'expression, il a fallu que je la Google. Comment t'as dit Google? À Google. Fait qu'il est le deuxième à quitter. Dave, comme j'ai dit tantôt, Dave Romley, lui, il n'a jamais rentré chez Ryan. Pas longtemps après, puis avant 1h du matin, l'amie de Mélanie part de chez Ryan. Elle reste à Haileybury. Puis pour eux qui ne sont pas familiers avec la géographie, Haileybury, c'est une couple de kilomètres au sud de New Liskeard. Tu ne vas pas vraiment marcher ce trajet-là, tu sais, c'est un highway. Puis, tu sais, il est rendu proche d'1h du matin. Elle a besoin d'une ride. Oui. Elle part, puis elle doit se rendre chez Mélanie parce que c'est là qu'elle va se faire ramasser. J'imagine que c'est par ses parents, là. C'est pas détaillé dans l'histoire. Fait qu'elle quitte la maison de Ryan sur la rue Pine Est et elle marche vers l'ouest, vers la rue Armstrong. Là, on va se placer un peu. La rue Armstrong, c'est aussi la route 65, c'est le highway principal qui passe au travers du centre-ville de New Liskeard. New Liskeard, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est au bord de la route transcanadienne 11. Puis si vous connaissez le coin, il faut débarquer de la 11 pour rentrer dans New Liskeard. La rue Armstrong, puis là, je parle à Mireille, c'est la rue sur laquelle notre motel était quand on était aux compétitions de patins cet hiver. Mais c'est comme la Main. C'est ça. C'est comme la rue principale. C'est ça. C'est la rue principale, c'est la Main. Oui. Fait que là, l'amie, elle marche vers cette rue-là, en direction ouest vers la rue Armstrong, comme j'ai dit. Mais là, elle n'est pas avec Mélanie ou elle est avec Mélanie en ce moment? Non, elle part avant. OK. Parce qu'elle a 1 heure à rencontrer sa ride pour retourner chez eux. Elle reste dans l'autre ville, tu sais, à Haileybury, une couple de kilomètres au sud. Ça. OK. Fait qu'à une des intersections, avant de rejoindre Armstrong, l'amie a dit remarquer une voiture l'approcher tranquillement. Elle se sent immédiatement nerveuse. Oh, come on. Parce qu'elle voit que le char, il va bien trop slow pour être en train de faire des choses de char normal. Elle est certaine qu'elle se fait poursuivre.
L'amie, elle part à la course, puis elle se rend jusqu'à la rue Armstrong. Comme tu as dit, la rue Armstrong, c'est la rue principale. Il y a des lumières, c'est illuminé. Parce que c'est en meilleure sécurité là. Elle dit que la voiture, c'est un char blanc dans un très mauvais état. Elle voit des signes de réparation sur la carrosserie, comme une patch, comme on dirait là, en bon français. On se rappelle plutôt que Samia avait dit qu'elle avait été approchée par une fourgonnette blanche, pas un char. Pas un char. Ouais, mais c'était blanc pareil. C'était blanc. On sait que la mémoire, elle peut jouer des tours. Ben, c'est ça. L'amie a dit que la voiture avait 2 portes, puis elle pense que c'était un Monte Carlo. Oh, suspicious. Oui. Donc, l'amie traverse le pont de la rivière Wabi en direction sud, puis elle passe la station de gaz Mr. Gas, puis elle emprunte une petite ruelle qu'elle et Mélanie utilisaient toujours pour se rendre plus rapidement sur la rue Church. Ensuite, elle monte la rue Church et se rend jusqu'à Wellington pour finalement arriver chez Mélanie. C'est là qu'elle doit se faire ramasser. Elle se souvient très clairement d'avoir arrivé chez Mélanie avant 1h du matin parce qu'elle dit qu'elle a rentré chez Mélanie puis elle a vu les dernières minutes de l'émission Saturday Night Live. Oh, OK. Qui finissait à 1h. Saturday Night Live. Puis là, pour les curieux, j'ai checké. Ce soir-là, c'était Tom Hanks, l'autre de Saturday Night Live. Oh my God! J'aime Tom Hanks. C'est mon préféré. Oui. C'est mon acteur préféré. C'est pour ça que je l'inclus dans le texte. Ah, c'est drôle de checker. Faut pas faire du victim blaming, OK? Non. Puis, mais comme, il me semble qu'un des petits gars chez Ryan, ou le groupe au complet, il aurait dû marcher avec l'ami. Il aurait dû pas la laisser marcher tout seul. Il était proche d'1h du matin. Tu laisses pas une petite fille de 15-16 ans marcher tout seul au milieu de la nuit. Tu sais qu'elle doit passer au centre-ville. Il y avait une bar vraiment proche de où ce qui marche, Doc's. Okay. Doc's à cette heure qui est comme la place de Medichair, qui est direct en face d'où ce qu'on a resté. Ah oui, hein? Ouais, OK. Ça apparemment, d'après mon ami... C'est une bar? D'après mon ami de Haileybury, c'était là où il y avait Doc's à l'époque. Ah ouais. Wow. Mais là, encore, pas de victim blaming, parce que si je me mets dans un sujet de l'ado de 15 ans, pas certain que j'aurais assez de jugement, moi non plus, pour faire la bonne chose. Ou savoir c'était quoi la bonne chose, premièrement. Right? Non. Right? Puis, tu sais quoi? Les ados, ils pensent qu'ils sont invincibles. So, il y aurait... Même les filles, j'en doute qu'ils penseraient à ça. C'est ça. Puis, on vit tellement dans des communautés qu'on pense être sécuritaire. On pense jamais que ça va arriver. Les crimes, les enlèvements, tout ça, ça arrive à Toronto, ça, right? Ça n'arrive pas ici. C'est de même qu'on pense. Ça arrive, mais ouais. C'est très rare. C'est très rare, mais ça arrive. Fait que dans le groupe, il reste maintenant Neil, le chum à Mélanie, Ryan, puis bien sûr, Mélanie. Un peu avant 2h du matin, Mélanie décide qu'elle quitte pour se rendre chez elle. Son chum Neil Fortier, il va l'accompagner jusqu'à la porte, puis elle quitte en marchant dans la direction est sur la rue Pine vers la rue Armstrong. C'est malheureusement la dernière fois absolument confirmée que quelqu'un verra Mélanie. Mélanie avait 15 ans au temps de sa disparition. Elle mesurait 5 pieds 5, elle pesait environ 120 livres. Elle avait les yeux bruns, les cheveux longs, noirs, tressés. Elle aimait porter des extensions dans ses cheveux. Le soir du 28 septembre, elle portait un manteau Nike vert, un gilet blanc avec un logo bleu. Pépé? Je me souviens pas de ce linge-là, moi. Pépé? Elle portait des jeans, une ceinture noire avec une boucle argentée, puis des bottes noires, un collier, et puis la montre que sa mère lui avait donnée pour rentrer à l'heure. Oh, la cocotte. Elle sonne tellement belle. Allez, il y a plein de photos disponibles en ligne. Oh. On peut voir, ça a l'air d'une petite fille très, très, très joyeuse. Oui, hein? Mais ça sonne tellement aussi années 90, comment tu décris son linge. Aussi la ceinture noire. Puis... Elle aurait eu notre âge, la fille. Tu sais, ça nous place directement là, je trouve. C'est ça qui me vient me chercher là-dedans. Et comme parent aussi, ça vient te chercher. Ouais. À partir de maintenant, on ne sait plus jusqu'où que Mélanie s'est rendue. On a juste des témoignages de gens qui ne la connaissaient pas. Okay. C'est un couple de témoins anonymes qui reviennent d'un mariage ce samedi soir-là. Puis, side note, il y avait 3 noces ce week-end-là à New Liskeard. Oh my! 3 noces un 28 septembre, ça me surprend. C'était happening! Ouais. Hein? Fait que ce couple-là, ils disent avoir vu une jeune fille qui traversait le pont de la rue Armstrong sur le côté est du pont aux alentours de 2h du matin. Fait que le timing est bon pour que ça soit Mélanie. La madame
qui était dans le siège passager du véhicule, a dit avoir vu une jeune fille noire avec des cheveux longs noirs en dreadlock, qui pourrait certainement décrire les cheveux longs tressés avec des extensions à Mélanie. C'est surtout si tu passes à côté vite fait à 50 km/h Ben oui. en char à Oui. 2 h du matin. Il y a des lumières sur le pont, c'est illuminé, mais quand même, là, oui. c'est la nuit. Là. Ces témoins-là, ils n'ont eu aucun sens que Mélanie était en détresse. C'est une petite fille qui marche sur le bord du chemin, puis that's it. Mhm. La dame était avec son mari dans l'auto, m'a dit aujourd'hui son mari il souffre de problèmes de mémoire, puis lui, il ne se souvient plus d'avoir vu la petite fille. Fait que c'est juste confirmé par la dame. Mhm. Donc, vraisemblablement, Mélanie, elle s'est rendue au moins jusqu'au pont Armstrong. On va se le rappeler, c'est les années 90. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles noires à New Liskeard. Non. Il y en a encore moins qui marchent dans cette direction-là à 2 h du matin pour aller chez elle. C'était probablement Mélanie. Ouais. C'est ça que moi je pense. Fait que j'ai vérifié Google Maps. De la maison de Ryan Chatwin jusqu'à la rue Pine, de la rue Pine, jusqu'au pont Armstrong, c'est une marche d'environ 10 minutes. C'est 750 mètres. C'est pas terriblement loin. Puis ensuite, de l'endroit où on aperçoit une jeune fille noire sur le pont jusqu'à la maison de Mélanie, c'est une marche de 4 minutes. C'est 250 mètres de chez eux. Sérieusement? Ça se court dans moins de 1 minute, Ouais. 250 mètres. Là. Si t'as peur, là, Oui. Elle était rendue. Quasiment. Mélanie était rendue chez elle. C'est ça. Ça rend sa disparition 100 fois plus mystérieux parce qu'elle était tellement proche de chez eux. Mhm. 12 ans plus tard, OK, en 2008, il y a un autre témoin anonyme qui va dire avoir vu une fille sans pouvoir dire si elle était noire, avec aucun souvenir de ce qu'elle portait non plus, sur le pont de la rue Armstrong. 12 ans? 12 ans plus tard. Je sais pas pourquoi que le monde y attend longtemps de même de dire de quoi, là. C'est ça. Ça fait 12 ans, là. Ouais. Le témoin se souvient d'avoir vu une petite voiture de couleur pâle l'approcher. 2 hommes en sont sortis, ont approché la fille, auraient discuté et ensuite la fille serait montée dans la voiture. J'ai des problèmes avec ce deuxième témoignage-là. Oh, ben, comme... Parce que, comme tu dis, 12 ans plus tard, le témoignage aurait été fait à partir d'une voiture qui voyageait en direction nord sur le pont. OK. Fait que là, eux autres, ils s'en vont 50 km/h. Mauvaise direction, l'autre direction, pas la même direction qu'elle. Non, c'est ça, ils s'en vont au nord, eux autres, ils la croisent. Ouais. Okay. Puis là, ils disent qu'il y a un char qui arrête, il y a du monde qui sort, ils parlent, puis elle rentre dans le char. Comme c'est long, cela, pour avoir passé à côté. Là. C'est ça, c'est quoi? Ils ont arrêté, ils regardaient dans le rétroviseur pour dire, OK. Comme c'est beaucoup de détails pour qu'est-ce qui devrait être comme 5 secondes. C'est ça. 5-10 secondes. J'ai de la misère avec ce témoignage-là. Ouais. Puis, je suis pas le seul. Okay. En entrevue avec la CBC, la PPO, fait que la police provinciale de l'Ontario, a aussi bien des doutes à la crédibilité du deuxième témoignage. Comme j'ai dit, ça serait difficile de tout voir ce que cette personne aurait vu en quelques secondes, en noirceur, dans une voiture, voyageant à 50 km/h, dans le milieu de la nuit. Peut-être, oui, je sais pas. Mais ils ont dit que les gars, ils ont sorti. As-tu dit ça? Il dit qu'ils ont vu un char l'approcher. Oui. Que 2 hommes en ont sorti. Ben, c'est ça. Puis après ça, qu'elle a rentré dans le char. Ouais. 12 ans plus tard. Ouais, 12 ans après, là. T'as vu ça, tu te rappelles de tous ces détails-là. Ah non. Ouais, j'ai de la misère avec ça. Je suis pas convaincu. Il y a une troisième témoin. Encore moins convaincante. Je m'excuse. OK. Une résidente de la rue Pine a dit avoir entendu des cris sur la rue Pine aux petites heures du matin. Mais comme ce témoignage-là, je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment avec les premiers témoins qui disent l'avoir vu en petite sécurité puis en aucune détresse 750 mètres plus loin sur le pont Armstrong. Tu sais, fait elle a dit, parce que cette madame-là a dit qu'elle a entendu crier 2 fois. C'est la rue Pine. OK. La madame fiable là, au début, là, qui a vu une petite fille noire sur le pont, ben, ils ont vu une petite fille en toute sécurité qui marchait vers chez eux. C'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a quelque chose de bien grave qui est arrivé et qu'elle a crié super, mais qu'elle s'est rendue quand même au pont après. Ouais. Puis tu penses aussi, il y a 3 mariages. Il y a 3 mariages. Il y a 3 mariages qui se passent. Ça se peut qu'il y ait des cris. Quand elle arrive sur la rue Armstrong, là, de Pine, elle vire à gauche, okay, pour se rendre chez eux. Si elle vire à droite, elle est comme
à 1 minute de marche du bar Docks. Ouais. Il arrive 2 heures du matin. Les bars, ils ferment à 2 heures du matin à cette heure-là. Puis la PPO va même confirmer qu'il y avait 2 cruisers de police parqués en avant de chez Docks pour faire sûr que le monde ne parte pas en boisson avec le char. Wow. Parce que la mode, apparemment, dans ce temps-là, parce que New Liskeard s'est collé sur le bord du Québec. Oui. Puis les bars, ils ferment à 3 heures au Sainte-Marie. Québec. Témiscamingue. Oui. Pas Sainte-Marie. C'est ça, Sainte-Marie? Je me rappelle pas du nom exact. Ville-Marie. Ville-Marie. Quelque chose de même. Oui, c'est Ville-Marie. Fait que le monde, ils sortent de Last Call à 2 heures pour aller au bar au Québec, qui est pas tellement loin, là. Mm-hmm. Fait que Ben oui, les autres, Last Call est plus tard. C'est à 3 le bar, heures. elle ferme plus tard. À ce temps-là, c'était à 3 heures. Ben, je pense encore. Hein? Je sais pas. Moi, à 3 heures, je suis couché. Ça fait longtemps qu'on est couché à 3 heures. Oui. On est plus tough. Malheureusement, c'est tout ce qu'on sait à propos de ce qui s'est passé ce soir-là. Ben voyons. Partie 3, sans aucune trace. Le matin du dimanche, le 29 septembre, Céline est réveillée par le cadran à Mélanie qui sonne à 6 heures du matin. Normalement, en semaine, Mélanie, elle se lève à 6 heures pour se rendre à sa job à la garderie Richelieu, comme j'ai dit tout à l'heure, avant l'école. Mais là, vu que Mélanie n'est pas rentrée chez eux hier soir, l'alarme sonne. La Céline, elle se dit, comment Mélanie, lève-toi, ferme ton cadran. Tu sais, comme. Moi, je sacrerais un petit peu, je pense, là. Comme tabarnak, fermé ton petit cadran. Non. Tu sais? Ah oui. Et non. Là, après quelques minutes, par exemple, elle se lève, puis elle se rend compte que Mélanie n'est pas là. Mais elle n'en fait pas de cas. Elle se dit, ben Mélanie, elle tombe endormie chez son amie, là, puis en plus, le téléphone, il est coupé. Ah, shit, c'est vrai. Fait qu'elle pouvait même pas m'appeler anyway hier soir. Oh my God. T'sais, fait que Céline, dans sa tête, là, c'est sûrement ça qui est arrivé. Ouais. Puis elle va rien que payer son bill le lundi, fait que le téléphone est coupé. Elle se dit, Mélanie, elle va sûrement arriver bientôt parce qu'elle a dit qu'elle était pour faire un gâteau pour sa grand-mère. Tu sais, quand t'es parent, tu veux jamais penser au pire. Non. C'est sûrement que ça que Céline a fait. Fait qu'elle ferme le cadran, elle se dit, Mélanie, elle va arriver plus tard, puis elle retourne se coucher. Oui. Céline, elle se réveille entre 8h et 9h, mais Mélanie est toujours pas là. Là, ça commence à être inquiétant, parce que Mélanie est fiable. Vers 10h, les parents de Céline y arrivent pour la fête de la mère à Céline. Ils avaient planifié de célébrer ça le dimanche. Tu te rappelles, tout à l'heure, on a dit que sa fête, c'est le 30. Là, ils la célèbrent le 29. Puis, si je ne me trompe pas, j'ai lu dans les entrevues que les parents, ils s'en allaient en quelque part le lundi. Fait qu'ils fêtaient la fête une journée d'avance. OK. Céline, elle réalise qu'elle n'a aucune idée où ils ont été après qu'ils sont partis de chez eux le soir d'avant. En plus, elle n'a pas de téléphone. Elle ne peut pas appeler alentour pour figurer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que Céline, elle demande à son père de la conduire jusqu'au Tim Hortons pour acheter un gâteau pour sa mère, puis faire des appels. Puis là, oui, on va se le rappeler, en 96, Tim Hortons, ça avait peut-être un semblant de quasiment être une vraie boulangerie. Oui. Il y avait des gâteaux? Oui. Ah! Oui, mais ça, je me souviens qu'il y avait des gâteaux. Je me rappelle pas qu'il y avait des gâteaux Tim Hortons. Il y avait un coin fumeur aussi. Oui, ça, je m'en rappelle. Ça, des coins de fumeurs. Ta petite cage en plexiglas là, que tu rentrais dedans. Oui. Là, tu allais te faire comme gazer là-dedans. Là. Oui. Fait que Céline, elle appelle partout le reste de l'avant-midi. Toutes les amis, tous disent que Mélanie a quitté la maison des Chatwin un peu avant 2 heures du matin. Puis que, d'après eux autres, ben, elle devrait être chez eux. Céline appelle la police vers 1h de l'après-midi, le 29 septembre. Mélanie est disparue. À ce jour, il n'y a aucune trace de Mélanie. Absolument rien. Rien qui a été rendu public. Puis là, je veux être clair, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune preuve. Ça veut dire que la police n'a pas rendu rien public. OK. C'est possible qu'il n'y ait aucune preuve. Mais le fait qu'on n'en voit pas, puis que c'est encore un cas qui est ouvert, ça veut dire que la police n'a pas sorti de preuves. Right? Fait que peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, mais le public ne le sait pas. Partie 4, la recherche. La police prend immédiatement la disparition au sérieux. Les pompiers et les policiers cherchent l'embankement de la rivière Wabi, sous le pont de la rue Armstrong. Les plongeurs cherchent dans l'eau. La police provinciale assiste la police municipale avec les recherches. Un avion Hercules
est déployé pour la recherche. Malheureusement, on ne trouvera jamais rien. C'est la plus courte partie. Partie 5. Ah bon, OK. Je veux pas minimiser la recherche, c'est juste qu'ils ne trouvent rien. Il n'y a pas vraiment rien à mentionner. Là, il y a plusieurs théories, certaines pas mal far-fetched et ridicules, tant qu'à moi, qui circulent au sujet de Mélanie. Évidemment, il y a toujours des hosties de câbles, de tarlaires d'épais de tweets qui pensent que c'est drôle de fournir des mauvaises informations. Entre autres, je ne sais pas si tu te souviens, une couple d'années passées, il y avait un psychic sur YouTube qui disait qu'il était capable de parler à Mélanie, puis il a fait plein de vidéos sur YouTube. Vraiment? Ouais, c'est écœurant. Comme puis dans le mauvais sens du terme. Là. La police provinciale va dire que ce gars-là, il n'a rien causé du trouble avec ses vidéos stupides à propos d'être capable de communiquer avec Mélanie. Hey, moi, je peux parler à Mélanie. Fuck off, là. Hey. C'est la fille à quelqu'un qui est exactement disparu. Comme arrête d'essayer de te monétiser un esti de vidéo YouTube avec ça. Là. Hey. Ça m'écoeure, c'est gross. Faut que tu te mettes à la place de la police. Comme, faut qu'ils prennent ça au sérieux, les psychics et les autres clowns du paranormal de même. Pas à cause que c'est vrai, le supernaturel, mais à cause que, tu sais, des fois, les criminels, ils se vantent. Right? Comme si ce gars-là fait à crack qu'il est un psychic sur YouTube puis qu'il dit des détails que seulement que le coupable saurait, ben, c'est des gros red flags pour lui. Ouais. Fait qu'il faut qu'il prenne ça au sérieux. Mais ce gars-là, il est pas coupable, il est juste dumb. Mais tout est lead. Oui. N'importe quoi. Même quand c'est des fausses pistes, ils n'ont pas le choix. Oui. Ils n'ont pas le choix d'y aller. C'est du temps perdu pour eux autres. Mais, what if? Faut qu'ils essayent. Ils n'ont pas le choix. Céline, elle se fait dire toutes sortes de théories. Elle se fait dire que Mélanie a été dompée dans un puits de mine, qu'elle a été brûlée. Elle se fait dire que Mélanie a été passée dans une déchiqueteuse à bois. Oh, come on! Un wood chipper. Oh! Elle se fait dire qu'elle a été enterrée. Elle se fait dire absolument tout puis n'importe quoi. Gardez-vous un peu de gêne. Pauvre mère, imagine. Ouais. Non. Céline a dit « J'ai entendu toutes les histoires de ce qui aurait pu lui être arrivé, mais vraiment, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est triste. Je vais pas aller en gros détail avec toutes les théories parce que je trouve pas qu'ils méritent si tant d'attention que ça. Je vais en lister une couple d'une. Il y a des théories qui diraient que Mélanie a été mélangée avec une autre fille qui avait une dette de drogue. Tu vas-tu jusqu'au point à enlever quelqu'un dans le milieu de la nuit à 2 heures pour une dette de drogue? Ouais. Comme ça me sonne bizarre, là. Il y en a qui vont dire que c'est un hit and run en sortant du bar. Qui pourrait, hein? Bon, on se rappelle, il y avait 2 policiers là. Ouais, c'est vrai, comme... Ouais. S'ils étaient là... S'ils l'ont frappé sur la rue Armstrong, comme d'où ce que les polices étaient parqués, là, il l'aurait quasiment vu, là. Ouais. C'est vraiment pas loin, là. Puis il y aurait eu des traces d'avoir frappé quelqu'un, etc. Il n'y a aucune trace de ça. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui vont dire qu'elle est tombée dans la rivière puis qu'elle s'est noyée. Ils ont cherché la rivière. Ils l'ont jamais trouvée. C'est au mois de septembre. Oui, il fait froid. Mélanie est athlétique, supposée. Tout le monde qui parle de ça, ils disent qu'elle ne serait pas noyée. Il y en a aussi qui vont dire qu'elle a été ramassée par un tueur en série de passage à New Liskeard. Y avait-tu un tueur en série dans ces années-là en passage à New Liskeard? Il y a, d'après ce que j'ai lu, il y a 3 tueurs en série actifs au Canada à ce temps-là. Même dans le nord de l'Ontario? Peuvent passer. Ben, ouais. Ouais, là, si vous entendez des beding-bedang, là, c'est notre chien avec son os à terre, là. On s'excuse. Je donne pas trop de crédibilité à se faire ramasser par un tueur en série sur une ville qui est pas sur le chemin. Non, j'aime pas ça. Il y a aussi la meilleure des mauvaises théories que je dirais qui est associée avec le meurtre de Louis Gauthier. C'est un meurtre qui a eu lieu à Thornlow, juste une couple de mois avant. J'en parlerai pas trop de tout ça parce que les policiers disent qu'il n'y a rien là. Okay. Moi, j'ai lu à propos de ça aussi. Je pense pas qu'il y a une connexion là non plus.
Mais je ne veux pas en parler trop parce que je vais dédier un épisode au meurtre de Louis Gauthier. OK, parce que j'étais pour dire, c'est-tu ongoing? Le coupable a-t-il été trouvé? Oui, c'est très résolu, ce crime-là. C'est résolu? Oui. Thornlow, c'est où qu'il y avait la fromagerie? C'est ça, oui. Ben, Thornlow, c'est comme New Liskeard, c'est pas sur le chemin. Faut que tu débarques du chemin pour y aller. Oui, mais je me rappelle de la fromagerie. C'est ça, qui n'existe plus maintenant. Ouais, ça, c'est... On n'a plus rien. On a notre propre fromagerie, c'est ta Oui, au moins, oui, c'est vrai, on a notre fromagerie. Très bon fromage. Qui fait squeak squeak. Oui. Aucune de ces théories sont satisfaisantes d'après moi. Aucune n'est vraiment supportée par les faits ou les témoignages non plus. Fait qu'on va passer aux vrais détails. Partie 6, l'alibi d'un possible suspect. Ouh, OK. OK, il y a des suspects. Un suspect. Oh, il y a juste un suspect? OK. L'alibi d'un possible OK, suspect. excusez. J'écoutais pas. Non, clairement. Fait que Céline, comme toute mère, était prête à faire à peu près n'importe quoi pour retrouver sa fille Mélanie. 3 jours après la disparition, une personne lui suggère de visiter une clairvoyante. Puis là, c'est pas clair si c'était une clairvoyante ou un clairvoyant parce que l'article est en anglais. Puis en anglais, ben il n'y a pas de genre. Ouais. C'est de langue de merde. Fait que je vais dire une clairvoyante juste parce qu'il fallait que je choisisse le genre dans mon texte. Là, mais c'est peut-être un homme. Puis si t'étais à l'écoute, je m'excuse. Tu ne laisseras savoir. Ouais. On a une page Facebook. Là, on se rappelle, Céline, son char, il fonctionne pas. T'sais, ils n'ont pas d'auto fonctionnel. Le téléphone est coupé, blablabla. Elle a besoin d'une ride. Quelqu'un doit la reconduire chez la clairvoyante. Okay. Puis c'est le conjoint de sa meilleure amie, Sylvie, que j'ai mentionné tout à l'heure. Mélanie? Denis? Ouais, Mélanie a visité Sylvie le matin. Là. Oui. Fait qu'elle, son conjoint, Denis l'éveillé, il va lui donner une ride. Tu vois, j'écoutais. Oui, bravo. Pendant la ride de char, Céline dit que Denis est très agité. Il fait des bruits bizarres. Il semble très nerveux. Il pose toutes sortes de questions au sujet de la disparition. Puis, il veut savoir comme qu'est-ce que la police sait. Oh, ça aussi, c'est suspicious. Suspicious. Oh my God. Oui. Puis Céline, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est amie avec Sylvie. Ça fait longtemps qu'elle connaît Denis. Fait que, tu sais, elle dirait pas que Denis, il agit bizarrement puis agité parce qu'elle le connaît beaucoup, là, tu sais. Parce qu'il y a des gens, sûrement, ça serait normal de poser plein de questions. Ouais. Mais d'après Céline, c'est weird, OK? C'était hors du commun pour lui, là. Ouais. OK. J'ai pas de détails de ce que c'est que la clairvoyante a dit. Puis, c'est pas important, là. Clairvoyante, là. Je m'excuse aux clairvoyantes à l'écoute. Là, je vais prendre un gros wild guess puis je vais te dire que c'était de la BS, qui c'est qu'elle a dit, anyway, là. Oh my gosh, oui. Mais, en revenant de la clairvoyante, Denis va dire à Céline, puis là, attache ta tuque. Non. Ben là, la personne qui a pris Mel, elle doit avoir des marques parce qu'elle m'a fait ces marques ici quand on se chamaillait pour le fun l'autre jour. Oh, what? Denis lève ses manches et montre les marques à Céline. Des grosses graphines creuses d'ongles. What the fuck? Oh! Il répète Voyons! que c'est Mélanie qui lui a fait ça en jouant. Ouais, OK, quand? Mélanie était à l'école toute la semaine. Je savais que c'était pour demander quand. Je réponds, là. Oui. Denis, lui, était supposé d'être parti à la pêche cette fin de semaine-là. C'est vrai, c'est ça qu'il avait dit. Sa conjointe Sylvie dit qu'il est revenu dimanche après-midi. Ah. Puis quand Mélanie visite chez Sylvie le samedi matin au 28, puis qu'elle se casse un ongle, supposément, Denis n'était pas là. Quand est-ce qu'elle aurait eu la chance d'y faire des graphines? Ouais, ça sont du même chamaillé? Y a-tu du monde qui ont été témoins de ce chamaillage-là? Non. Moi, là, se chamailler avec la fille à quelqu'un d'autre de 15 ans, c'est pervert en crise. Je ne ferais jamais ça. C'est vraiment weird. Ouais. Ouais, non. Puis même, tu sais quoi? Quelqu'un vient ici, là, il veut se chamailler avec ma fille de 15 ans comme c'est là? Non. Non. Non, va-t'en. Touche-la pas. Ouais. Non. Puis c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que je trouvais que c'était bizarre de mentionner l'ongle cassé. OK. Puis là, je remets pas en doute ce que Sylvie a dit. Peut-être que Mélanie s'est vraiment cassé l'ongle chez eux. Mais il n'y a personne d'autre qui mentionne que Mélanie était bouleversée ce jour-là de savoir casser un ongle. Right? Comme elle amène-tu l'ongle cassé dans l'histoire? Ah, je comprends. Pour les graphiques, je sais pas. Oh, peut-être. I don't know. Oh, j'aime pas ça. Quelle est la prochaine question? Qui est Denis Léveillé? Ouais.
Denis est né en 1964, mais on n'a pas beaucoup de détails sur sa jeunesse. OK. Sa conjointe, Sylvie Chartrand, dit qu'il a été abusé sexuellement par des hommes quand il était jeune. Oh. OK. Ça veut rien dire, non, mais... Il y a du monde qui se font abuser quand ils sont jeunes puis qui finissent par être normal. Exact. Apparemment que sa mère, elle buvait beaucoup. Puis OK. il y en a qui disent qu'il se faisait battre. Le 17 juin 1990, quand Denis avait 29 ans, il est gravement blessé dans un accident de char. Il est frappé face à face par une conductrice saoule. Ouais. Il recevra 600 000 $ en dommages pour son accident. Il y a des disques fusés, il y a une brace pour son dos, puis il y a de la difficulté à marcher. Holy shit. Tout ça, Ouais. mais il se chamaille. Ouais. Encore. Mais ça, c'est en 90, c'est arrivé, son accident? Oui, mais il a toujours resté marqué comme... OK. Il a toujours eu des troubles à se déplacer, se poser. Ah oui, hein? Il a prescrit du OxyContin pour la douleur. Plus tard, ça sera des Percocets, de la cocaïne et du crack fuck, OK. qui le soulageront. Il perd la plupart de son 600 000 $, dans un mauvais investissement. Oh shit. Donc, après ça, il n'a pas le choix de retourner travailler, même s'il est en douleur et a de la difficulté à se déplacer. Sylvie a dit qu'il veut tout de même aller travailler parce que c'est un drilleur de mine. Puis il aime ça, travailler, ça a de l'air. Fait qu'il veut continuer à travailler. Donc, Denis est souvent parti à des jobs minières, parfois parti de la maison pour plusieurs mois à la fois. Il va travailler dans les territoires du Nord-Ouest, en Mongolie, au Chili, partout dans le monde, supposé. La Libye de la pêche, selon Sylvie Chartrand. Céline et Sylvie, ils se connaissent depuis qu'elles ont 6 ans. Sylvie, elle a un fils, Jason, qui a le même âge que Mélanie. Ils sont très proches, ils sont comme frères et sœurs. Mélanie et Jason? Oui. OK. Oui, fait que les deux femmes, Sylvie et Céline, ils ont eu 2 enfants en même temps. En même temps. Quand tu sais? Oui. Fait que les jeunes sont amis puis tout. Ils sont proches. Oui. OK. Sylvie a dit que ça devait être le vendredi avant la disparition. Denis, avec son fils Jason, l'ami à Jason, Joël, et André, le frère de Denis, se préparent pour aller à la pêche. Ils packent leurs affaires puis ils quittent. Sylvie est habituée à ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Denis est souvent parti très longtemps pour des voyages de travail. Et puis, elle aime ça, avoir son temps de ça, fait qu'elle est quand même un peu contente quand il s'en va. Oui. Get the fuck out. Malheureusement pour Mireille, je travaille à la maison. Ouais. Mais moi, je travaille pas de la maison. Mais quand même, j'ai jamais de break. Hey! Pas de break de toi, pas de break des enfants. C'est pas gentil de vouloir un break. Hein. Des fois, c'est le fun. Fait qu'ensuite, Sylvie a dit se souvenir que quand Denis revient avec son fils le dimanche, possiblement aux alentours de 4 heures de l'après-midi, elle s'exclame à Denis. Mélanie est disparue. Je suis paquet de nerfs. Je vais aller voir Céline. Je vais aller la rejoindre. Puis, juste pour clarifier, fait que, Sylvie reste à Haileybury. Céline reste à New Liskeard. Fait qu'elle ne peut pas y aller à pied. Elle a besoin que Denis soit là pour y aller. Fait qu'elle attendait pour une ride. Puis le téléphone à Céline est toujours coupé en plus. Fait qu'elle ne peut pas y aller. Elle ne peut pas l'appeler, je veux dire. Elle ne peut pas l'appeler. Fait qu'elle veut absolument aller la voir. Denis lui dit, aussitôt qu'il arrive là, d'après elle, Denis lui dit celui qui l'aurait prise ou lui aurait fait quelque chose. Parce qu'elle est forte, il dit. Regarde ce qu'elle a fait à mon poignet. Regarde ce qu'elle m'a fait avec ses ongles. Les graphines sont fraîches, d'après Sylvie. Puis il était supposé être à la pêche. Ouais, fait que là... Je comprends pas. Elle, qu'est-ce qu'elle dit, là, c'est qu'il arrive à 4 heures l'après-midi. Ouais. Elle a dit, Mélanie disparue. Puis lui, il est comme, check mes graphines. Il est donc bien louche. Mais Jason, il était avec lui toute la fin de semaine. Son frère André, l'ami de Jason, Joël. Ouais. Sylvie a dit que Jason remarque les graphines pour la première fois aussi en même temps qu'elle. Fait que, I guess, il y avait des manches longues. À la pêche, ils l'ont pas vu. OK. Puis elle dira de son fils Jason en entrevue à la CBC. Il ne se souvient même pas où ils étaient cette fin de semaine-là. Qu'est-ce que tu dis? Il se souvient pas. Il se souvient pas d'avoir été à la pêche? On va y revenir. Ah! Parce qu'apparemment, Denis était dans un bar. Puis mon fils, à ce moment-là, il avait 15 ans. Donc, il n'aurait pas pu aller dans le bar. Ouais. Il avait donc aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Donc, comme j'étais vraiment, vraiment choqué parce que, tu sais, où qui était mon fils puis son ami? Puis comme
Fait que ça, Sylvie, elle l'a dit en anglais, puis je l'ai traduit, là. Ouais. Mais j'ai essayé de le garder comme le plus mot pour mot possible. Là. Oui. Fait que, tu sais, elle a l'air à dire, finalement, t'as pas été à la pêche, t'étais dans une bar C'est ça. hier soir, puis comme, qu'est-ce que t'as fait avec mon garçon de 15 ans pendant ce temps-là? Quoi? D'après moi, c'est ça qu'elle est en train de dire. OK, mais comme Jason puis Joël pouvaient pas le dire où ce qu'il était, ça? L'alibi, selon Jason. Ah, misère. OK. Fait que Jason Chartrand, en entrevue à la CBC en 2021, il dit de ne pas avoir de souvenirs clairs de cette fin de semaine. Puis déjà, je trouve ça bizarre parce que moi-même, j'ai des souvenirs très clairs de ce que je faisais la fin de semaine du 28-29 septembre 1996. Of course, tu le sais, toi. C'était la sortie du Nintendo 64. Je veux pas passer trop de jugement envers Jason. Oui, non. Parce que je me souviens de comme un événement marquant dans ma vie, là, la première fois que j'ai eu mon Nintendo 64, que j'ai acheté avec ma propre argent. OK. C'était tout un accomplissement, là, ça coûtait cher. Eh oui. Mais j'oserais croire que, comme la disparition d'un ami très proche, ça serait pas mal marquant aussi. Ben oui. Des fois, en événement traumatique, des fois, tu suppresses des mémoires, je sais pas, là, comme... Je doute pas de qu'est-ce que Jason il dit qui est vrai, c'est juste... Non. C'est weird qu'il n'y a pas de souvenir clair. Ben, il s'en souvient pas ou il essaie... Tu sais, comme là, of course, moi, je vais passer... Il essaie-tu de cacher son père? Je pense pas, non. Non? En tout cas, Jason il dit qu'il croit avoir parti pour la fin de semaine avec son beau-père Denis. Parce que comme j'ai dit tantôt, Denis, c'est pas son vrai père. Ah, c'est vrai. Son ami Joël, puis son oncle André, qui est le frère de Denis. Mm-hmm. Il dit se souvenir d'avoir descendu, passé North Bay, vers Mattawa, pour aller voir des courses de motocross. OK. Sa mémoire de la fin de semaine n'est pas trop bonne. Il se souvient partiellement des courses de motocross, mais il n'est pas 100% certain que c'est cette fin de semaine-là. La seule chose qu'il se souvient clairement, c'est d'avoir reçu les nouvelles que Mélanie a disparu le dimanche après-midi, comme je t'ai dit tantôt. Jason, il dit pas se souvenir si Denis aurait été dans un bar ou pas cette fin de semaine-là, comme que Sylvie l'a dit. Ouais. Ils ont été à la pêche, Mm-hmm. ou ils ont été voir des courses de motocross, ou ils ont été dans une bar. Comme ça marche pas comme c'est là. Non. L'alibi, selon Joël, l'ami de Jason. En entrevue encore avec la CBC en 2021, puis ça c'était sur le podcast The Next Call avec David Rudgen, Joël dit que la fin de semaine du 28 septembre, pendant la disparition à Mélanie, qu'il était à un party. Okay. Il n'est pas sûr si le party c'était le vendredi ou le samedi soir, mais il est certain qu'il n'a pas été voir des courses de motocross ce week-end-là. OK, c'était pas le même week-end. Ouais. Okay. Mm-hmm. Questionné au sujet d'avoir été regarder des courses de motocross avec Denis, André et Jason, Joël se souvient seulement de 2 fois d'avoir été voir le frère de Denis, André, courser en motocross près de Barrie, en Ontario. OK, c'est un bon bout. Barrie, c'est environ 4 heures de route de New Liskeard, ou, plus important, c'est au moins 2 heures et demie de route de là où que Jason il a dit d'avoir été voir les courses de motocross. Mm-hmm. C'est pas la même place, pantoute. Barrie, c'est en descendant à la route 11 de North Bay. Puis Jason a dit qu'ils ont été vers Mattawa sur la route 17 au lieu. Donc, l'histoire s'en vient de plus en plus bizarre. Ouais. Fait que le journaliste de la CBC qui le questionne, il a recherché puis a identifié une place possible où il y avait des courses de motocross en septembre, dans les années 90, dans le bout de Barrie. Il trouve un endroit où il y avait des courses à chaque fin de semaine, de 7 h le matin jusqu'à 4 h l'après-midi, le dimanche. Pas le samedi. Ça la donne pas pantoute. Non. OK. Non. À moins que il y a une place privée où il allait faire du motocross. Oui. Mais les places annoncées qui sont trouvables aujourd'hui, c'était le dimanche. Wow. Pas le samedi. Il n'y a rien qui marche. Puis le plus important de tout ce que Joël dit, c'est qu'il dit très clairement n'avoir jamais été parti pour plus qu'une journée avec Denis, André et Jason lorsqu'il allait au motocross. Il couchait jamais. T'sais, il partait le matin, il revenait le soir. Ah, OK. Ça, c'était pas un week-end au complet. Tu sais, tout à l'heure, Sylvie a dit qu'ils sont partis le vendredi, ils sont revenus le dimanche. Exact. Joël dit non, on n'a jamais fait ça. Ah! Fait que d'après moi, l'alibi de la pêche, ben c'est clairement de la merde. Ouais. Puis, mais l'alibi du motocross, c'est probablement aussi de la merde. Mm-hmm.
Je suis pas convaincu que Jason, il ment intentionnellement. Comme on a dit tout à l'heure, là, ses souvenirs louches, tu sais, c'est peut-être comme l'événement traumatique, blablabla. On sait pas. Mm-hmm. Mais, tu sais, ça fait tellement longtemps que peut-être qu'il mélange ses souvenirs aussi. Ben, c'est ça. Ça fait... C'est quoi, 2021 qui a été... Oui. Ouais. Là, Ouais, ça, c'est... on parle de 96. 25 ans après. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Demande-moi pas qu'est-ce que j'ai fait en 96, 25 ans passés. Puis d'après les entrevues, d'après ce que j'ai lu, ça c'est ce qu'ils ont dit aux journalistes en 2021, Mm-hmm. puis qui n'aurait pas vraiment été questionné par les polices à l'époque, malheureusement. C'est ça. Parce que lui, il était pas suspect dans ce temps-là. Non. Puis c'est quelque chose d'important à dire que j'ai complètement oublié de dire tantôt. Là. Toutes les amies qui étaient avec Mélanie ce soir-là, ils ont rapidement été éliminés comme suspects. Ouais. Comme on sait d'habitude, là, c'est le chum, c'est le suspect numéro 1. Ils ont fait passer un polygraphe, puis il n'y a personne de suspicieux dans la gang d'amis. La communauté les a jugés avec leurs yeux, mettons, mais les polices ont toujours dit qu'il n'y avait absolument rien à faire là-dedans. La communauté? Ah, à cause il n'y a pas personne qui l'a ramené, des choses comme ça, j'imagine. Ben, apparemment que comme Neil s'est fait traiter de tueur. Puis toutes sortes come on! Ouais. Pauvre petit gars. Oui. Puis il dit que, comme tu sais, à ce jour, c'est son plus grand regret de ne pas avoir marché Mélanie jusque chez eux. Là. Mais tu sais, il y a 15-16 ans. Mais là, c'est ça. Pardonnez-y. Là. Il l'a pas tué. Là. Mais il l'a pas tué, puis c'est un ado. On s'entend-tu qu'ils font pas toujours les meilleurs choix non plus? Ils font jamais les meilleurs choix. Non. Je m'excuse aux ados. À la note, surtout. Aïe, aïe, aïe. OK, là, l'histoire, elle s'en vient grosse un peu. Non! Partie 7. Non! Denis Léveillé, le prédateur. Oh, come on! Là, si tu pensais que Denis, c'était un gars sketch, ben assis-toi bien, c'est pas fini. Par exemple, Jason, son beau-fils, le décrit comme un peu violent. Denis se choque rapidement, et il punch les murs, fait que ça va pas sans manière. Tu vas me faire pogner les nerfs. Là, Jocelyne Martel est assise sur le balcon de sa belle-mère le matin de la disparition de Mélanie, donc le 29 septembre, le dimanche au matin. OK. Elle dit qu'elle apprend de la disparition par l'entremise de Denis, qui vit à seulement 3 maisons de là. Il se présente en agissant bizarrement. Elle le décrit comme nerveux. Denis lui dit « Faut que tu viennes, faut la trouver, elle doit être en quelque part. » Jocelyne avoue tout de suite les graphings sur le bras de Denis, sur son bras gauche. Elle lui demande « Comment tu t'es graffiné? » Denis dit « Ben là, je la cherche dans le bois, je me suis graffiné sur des branches. » Ah, là, c'est des branches. C'est pas en chamaillant? Il demande à Jocelyne s'il peut emprunter le berger allemand à son frère. Il veut le chien? Il veut emprunter le chien. Puis là, autre détail, là, c'est que voyons. Jocelyne, elle a dit que ça l'arrive le dimanche matin. Ouais, mais il n'est pas revenu juste à 4 heures? Ouais, d'après Sylvie, il est revenu à 4 heures. Oh, boy. Jocelyne a dit que c'est le matin. OK. Jocelyne a dit, Denis lui dit spécifiquement que les graphings, ils viennent des branches dans le bois. Mais elle, en entrevue, a dit les graphings, c'est plutôt comme des graphings de doigts. C'est espacé comme si c'était fait par des doigts. C'est la largeur d'un ongle. Puis les graphings avaient de l'air fraîche. Un jour, pas plus que 2. C'était encore rouge, puis c'était pas encore galé. Wow. Wow. Jocelyne, elle a un très mauvais sentiment pour ces graphings-là. Malheureusement, elle ne dira pas rien à la police. Elle n'a pas parlé à la police? Non. Ah. Ça arrive souvent, ça, dans les histoires de true crime Je qu'on voit. sais! Les gens pensent qu'ils ont un détail insignifiant, Oui. mais le détail n'est pas insignifiant quand tu as le big picture du cas. Ouais, la police a le big picture, toi, tu n'as pas le big picture. C'est ça. Donc, C'est peut-être ça qui manque. Tu sais, comme c'est peut-être un petit détail qui va faire la grosse différence. C'est important de donner les détails. Oui. Même s'ils sont minimes, même s'ils sont insignifiants. Comme la police décidera si ton détail n'est pas bon. C'est ça. Toi, tu ne devrais pas juger ton détail, surtout quand quelqu'un disparaît. Mm-hmm. Là, Lionel Martel, qui est le frère à Jocelyne. OK. Jocelyne, on se rappelle, c'est de elle que je viens juste de parler. Mm-hmm. Lui, il se décrit comme le meilleur ami de Denis. Il corrobore exactement les mêmes faits racontés par sa sœur, donc plaçant la visite de Denis chez la belle-mère de sa sœur Jocelyne le dimanche matin. Il était là, lui. Ça, t'essaies de dire, là?
Ben, c'est à cause que Denis, il voulait le chien. OK. C'était sérieux, son affaire de chien, là. C'est son chien. OK. C'est le chien à Lionel. OK. C'est pour ça qu'il peut dire que c'était le dimanche matin. Ah. Parce qu'il a prêté son chien le dimanche matin. Il a vraiment prêté son chien? Ouais. Non! Prends pas mon chien. Fait qu'apparemment, Denis prend le chien pour faire des recherches avec les polices. Les polices, ils confirment ça. OK. Qui est weird, mais pas anormal. Non, mais c'est juste comme c'est pas... Ben, peut-être pas... que c'est un chien de chasse, ça sais pas, là, je veux dire, mais... Moi, j'aurais jamais l'instinct de dire « Hey, je vais aller emprunter le chien du beau-frère de tel... C'est weird. Ben oui, parce que tu sais, t'as des chiens qui sont trainés pour ça, pour sentir le vêtement, pour retrouver des corps. Je dis pas que c'était un corps qu'on recherchait, mais ils cherchaient quand même Mélanie dans le bois. Mm-hmm. Mais avec un chien random, peut-être pas. C'est pas le tien, c'est weird. Ben, bon, il y a ça. Il y a ça aussi. Lionel décrit Denis comme étant toujours stone sur des Percocets, parfois même du crack. He was on Percocets and, you know, he was on the heavy stuff. Bizarrement, il s'accorde bien avec Denis. Les deux vont souvent à pêche ensemble. OK. To each his own. Moi, je me tiendrais pas avec un gars qui est toujours stone sur des Percocets. Nope. Le dimanche matin de la disparition, Denis emprunte le berger allemand à Lionel et vraisemblablement assiste la police avec les recherches dans le bois. Lionel est un peu bizarre lui aussi parce qu'il raconte une histoire au sujet de la fille de quelqu'un dans sa famille. Il dit que Denis l'a abusé. Denis a abusé quelqu'un dans la famille de Lionel. Denis a abusé la fille à quelqu'un dans sa famille. Ouais. Okay. What the fuck? C'est ton meilleur ami, là, puis il dit que c'est son meilleur ami. Apparemment que Denis aurait drogué la fille et l'a abusée. Puis c'est pas une rumeur, parce que Denis fait de la prison pour ça. OK, il a été chargé, là. Oui. OK. Il essaie de le cacher, par exemple. Il dit à Denis qu'il s'en va travailler sur la ferme à son mononcle en Alberta pour une couple de mois. Excusez, mon chat. Mais Lionel, il sait qu'il s'en va en prison. Mais comme j'ai dit, Denis fait croire qu'il s'en va travailler sur une ferme. OK. So, lui, il cache son crime. Il cache sa sentence. Ouais. Mais OK, mais comment tu fais pour rester ami avec quelqu'un qui a abusé quelqu'un que tu connais? C'est pour ça que je dis que c'est bizarre. Ouais. Mais, sais-tu quoi? Pas juste quelqu'un que tu connais. Dans ta famille. Ouais. Mais même... Comme ça n'a pas rapport si c'est dans la famille ou pas. Là, non. Moi, c'est showstopper right away. T'es un abuseur. C'est fini, là. Ouais. Ça me fait questionner ses séjours miniers au territoire du Nord-Ouest, en Mongolie, etc. OK. Ouais. Parce que, puis, il me semble, je l'ai plus tard dans le texte, là, il y a un record criminel, Denis. Ça serait pas la seule fois qu'il était en prison. Puis le témoignage de Lionel, je finis pas là. Il dit que lui puis Denis descendaient à Toronto un moment donné pour aller ramasser le frère de Lionel à l'aéroport. L'aéroport? L'aéroport? Excuse. OK, François Pérusse. En chemin, ils arrêtent un magasin. Il y a une jeune fille qui travaille à la caisse. Probablement 15 ans d'après Lionel. Denis se dirige immédiatement vers elle, puis il lui parle, il flirte avec. Ew! Gross. Ouais. What the fuck, Denis? What the fuck? Tu sais, ils ont le buzzer que la caissière a pour appeler pour l'aide. Là. Ouais. Mais Lionel, il dit qu'il voit la jeune fille peser sur le buzzer. Oh, elle était comme toute mal. Elle a peur. Oui. Puis, fait qu'après, quand ils partent du magasin, Lionel puis Denis... non, excuse. Une fois qu'ils partent du magasin, Lionel confronte Denis. Il dit « Qu'est-ce que tu faisais là avec la fille? » Puis Denis lui répond « Ben, je la trouvais belle. » Ah! Puis là, Lionel, il dit « Elle est ben trop jeune, elle avait juste 15 ans. » Puis là, Denis s'assine avec elle. « Non, elle était plus vieille, Tu sais, comme il essaie de se justifier. Plus vieille. Ça peut pas être bien plus vieille, là. C'est écœurant. Oui. Oh, creep! Autour de 2013-2014, Lionel, il dit que Denis, il fait plus de sens pantoute. Il fait beaucoup de drogue. Il dit Denis se rend chez eux, puis des fois, il perd connaissance tellement qu'il est stone. Il dit qu'il parle, puis des fois, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que Denis dit. Mais une couple de fois, Denis aurait dit Mélanie, puis un autre nom que Lionel ne se souvient pas. C'est un nom un peu bizarre, d'après lui. Il dit Mélanie, ils ne les trouveront jamais. Il a dit ça?
comme les polices, j'imagine. Là. Mais t'as dit il ne l'est. Ouais, les. Il dit au pluriel, they'll never find them. C'est ce qu'il dit en anglais dans l'entrevue, là. Oh. Shit, OK. So, Ouais. Fait que, tu sais, pluriel plus qu'une personne. mais tu sais, il préface ce bout-là avec Denis et Stone, puis il fait plus de sens, puis il est dur à comprendre. Ouais. Mais comme d'un autre bord, tu dis-tu they'll never find them? Ouais. Moi, je crie Liana. Oh. Ça m'écoeure. Stéphanie, la fille de Denis Léveillé et Sylvie Chartrand, Ouais. avait 6 ans lorsque Mélanie est disparue. Hmm. Je me rappelle, elle était avec sa mère le matin du 28 quand Mélanie les visite, Mhm. avant qu'elle se fasse des commissions. La Ou- fois qu'elle aurait perdu son ongle. La fois qu'elle a cassé son ongle. Ouais. Ouais, Stéphanie était là, elle avait 6 ans. OK. Elle dit, mon père, Denis, Mhm. avait beaucoup de démons et ce serait pas très exagéré de penser qu'il aurait pu être responsable pour la disparition de Mélanie. Oh, wow. Même sa fille pense ça. Sa propre fille. Colin. Elle dit, puis là, attache ta tuque. Toi, ton attache ta tuque. Mon père a essayé d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs de mes amis quand j'étais adolescent. Non. Non. Ça a commencé quand j'avais 14 ans. Donc, ça serait aux alentours de 2004. Oh. Mais je pense pas que Denis a attendu jusqu'en 2004 pour commencer à être creep. C'est que les amis de sa fille commençaient à avoir l'âge qui est attiré à. Mais oui, mais c'est... Ouais. Elle avait 6 ans. Après ça, t'attends qu'elle ait... Tu sais, OK, 14. C'est grosse. Ouais. Les amis de sa fille commencent à avoir l'âge que lui, ça le turn on. Là. OK. Ça n'est révoltant. No shit. Elle dit, mon père avait un côté de lui qui était un prédateur sexuel. C'est ses mots exacts. Pauvre fille. Je l'ai vu moi-même. J'étais à un party avec mon ami qui avait besoin d'une ride chez elle. Mhm. Mon père a tout de suite changé d'allure, puis ça s'est porté volontaire pour l'amener chez eux. Hey, mais oui. J'ai remarqué que son look avait changé Écoute. et j'ai senti le besoin de regarder vers où que son auto s'en allait. Oh. Puis là, elle dit, Calice. ils sont tournés dans la mauvaise direction. Non! Tu sais, fait que mettons, le chemin pour aller chez son ami, là, tu vires à gauche, ben eux autres sont virés à droite. Tu sais. Non! J'ai Oh my couru God. jusque chez mon ami pour voir si elle était rendue saine et sauf. Puis elle était toujours pas arrivée. C'est Elle vrai- est partie à pied, là. Elle est partie à la course. Et- Les autres sont en voiture. Ouais. Puis, oh my God! Elle est partie à la course, puis elle est Non. arrivée avant les autres. Oh, Seigneur. Quand ils sont finalement arrivés, j'ai vu dans son visage quelles étaient ses intentions. C'est ça que sa fille dit de lui. Stéphanie dit, c'est très évident qu'il était un prédateur sexuel pour des jeunes adolescents. Ça l'a arrivé au moins 6 fois que je sache. 6 fois qu'il essaye de coucher avec une de mes amies ou qu'il leur demande des questions sexuelles Mais ou voyons demander donc. des faveurs sexuelles. Il a été chargé 2 fois pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Oh, Les 2 étaient mes amis. non! Il s'est essayé avec beaucoup plus que 6 filles. C'est juste ces 6-là qui ont été aux polices. OK, comme pauvre fille. Aussi, OK? Comme, je parle de pauvres, les victimes de cet écœurant-là, mais aussi comme, mets-toi à place à Stéphanie. Tu dois pas vouloir inviter tes amis chez vous, là. Comme elle s'est senti le besoin de courir jusque chez son ami à cause qu'elle savait que son père était un creep. C'est dégueulasse. Ouais, puis au même temps, tu veux une vie sociale. Fait que Oui. tu veux les inviter, tes Oui. amis. Mais Comme là, pauvre t'as petit. ton père qui est creep. Ouais. Qui... Ah, sainte. Un des cas, mon ami à l'époque avait 14 ans. Il a essayé de l'agresser dans notre propre maison quand moi et ma mère, on était là. Oh. Il a fait un peu de prison pour ça, mais ensuite, il a été acquitté. Système de justice de merde. Mhm. On lui donne une tape sur les doigts, les prédateurs Ben, sexuels. c'est ça. Évidemment, les récidives, ça c'est peut-être le cas que Lionel Pardeux, là, tu sais. Mhm. A dit, elle pense en 2014, c'est là qu'il plaide coupable. Il fait quelques mois de prison pour ça aussi. Juste quelques mois. Il a besoin d'être castré. Oui, mais comme tu touches Comme dit. des jeunes filles, t'es une marde. Ben, C'est un esti de marde. On devrait pas te laisser sortir. On devrait pas te laisser vivre, me semble. En tout cas. non. Stéphanie, elle va dire que son père, c'est comme un enfant.
Il fallait souvent que je le sorte du trouble. Puis là, je veux pas vraiment faire de joke avec ça, mais quand elle dit ça, là, ça me rappelle l'histoire des graphines sur le bras de Denis. Il est comme le petit gars avec la face pleine de chocolat et qui est en train de te donner une excuse pourquoi il a la face pleine de chocolat, mais c'est pas lui qui est mangé. J'ai pas mangé de chocolat. Ouais. Non, c'est pas moi. Tu sais, comme pense-y, là, c'est weird de montrer tes graphines tout de suite. Me semble, comme, tu sais, je suis pas creep, je serais jamais dans cette position-là, là, mais t'es caches tes hosties de graphines. En tout cas. Non, c'était comme... Tu sais, quand il parle de prévention, là, c'est comme... Je vais montrer mes graphines tout de suite, puis là, je vais pas être suspect, parce que je vais avoir une excuse. C'est ça, oui. Right? Mais ça marche pas, là. On va revenir à Stéphanie un peu plus tard. Là, une fille anonyme. On a un témoignage d'une fille anonyme qui est appelée Joséphine par la CBC. Donc, moi, toujours l'appeler Joséphine. Elle dit « I was so afraid of him until he died. I remember I would see people that would look like him and I would get, like, anxiety attacks. » Wow! Donc, en français, j'avais tellement peur de lui jusqu'à ce qu'il meure. Je me souviens, je voyais des gens qui lui ressemblaient et je faisais des crises d'anxiété. Joséphine avait 14 ans. C'était une amie de Stéphanie, la fille à Denis. La famille de Joséphine déménage à Sudbury, qui est environ à 2h30 de route de New Liskeard. Denis, en beau creep, d'une façon ou d'une autre, trouve où la famille a déménagé, réussit à rejoindre le père de Joséphine par téléphone, puis il va prétendre qu'il travaille dans la région de Sudbury, puis que sa blonde a besoin de gardienne. Mais voyons donc. OK, là, il est pas avec Sylvie, là. D'après tout ce que j'ai lu, il était avec Sylvie toute sa vie. Mais il y avait une blonde. Ouais. Ouais, mais non, je sais on sait qu'il est menteur déjà. Là. Non, mais tu sais. Ouais, il dit que... Est-ce que tu m'as fait parler de mon spot dans mon texte? Excuse. Petite case. Okay, il prétend qu'il travaille dans la région de Sudbury puis sa blonde a besoin de gardienne. Oui. Le pire, il approuve. C'est pas la faute du pire. Non, mais... Puis Denis, il se rend à 2h30 de fucking route dans une tempête de neige, toujours là, d'après Joséphine. En plus? Oui. Jusqu'à Sudbury pour ramasser la petite fille. Une fois qu'elle embarque dans sa voiture, il l'emmène dans un motel isolé. Non! Il lui dit, il n'y a pas de blonde, il n'y a pas d'enfant à garder, c'était juste une ruse. Il dit ça à petite? Il lui dit, je t'emmène dans un motel. Joséphine est effrayée. Puis elle réalise tout de suite que ça a été planifié, ça là. Parce qu'il est descendu de New Liskeard pour me ramasser, tu sais. Oh my God. Juste pour la piéger. Non! Il arrive au motel, puis Denis avait déjà la clé. Donc, Denis avait passé au motel avant. Il avait préparé son affaire, là. Une fois dans la chambre, Denis, il sniffe de la coke, puis il en offre à la jeune fille. Il lui dit qu'elle a un beau cul. Il continue de lui parler inconfortablement comme ça pour le prochain 2 heures. Oh my God. Joséphine, elle essaie de rester calme. Denis continue à se droguer. Puis éventuellement, et heureusement, sans l'avoir touché ou l'avoir agressé, il la retourne chez eux. Il l'a pas agressé? Joséphine a dit que c'est pas fait agresser. Oh my God! Hey, je me sens tellement mal en dedans, comme... que... Oh, Seigneur. Joséphine n'a jamais rencontré son histoire à la police. What the fuck? Elle a-tu dit son date? Je sais pas. Oh. D'après l'entrevue que j'ai lue, ça, c'était la première fois qu'elle témoignait. Mais puis ils ont peur. Ils ont peur de ce monde-là, parce qu'ils n'ont jamais des grosses sentences. Joséphine, elle va dire aussi que après cet incident-là, Denis va circuler la rumeur qu'ils ont eu des relations sexuelles. Fait que ça la gêne en plus, tu sais. Lui, il se vante de ça, là. Il se vante qu'il couchait avec la jeune. C'est ça qu'elle dit. Ben, il est bien Il est bien... Ouais. Excuse, mais je suis vraiment en train de pogner les nerfs, là. C'est pas le pire. Non, voyons! Tu sais qu'il faut garder le pire pour la fin. Je sais pas, je peux l'en prendre. Je peux plus! C'est tellement écœurant. Jessie, la petite sœur de Mélanie. Non! Elle avait 5 ans lorsque Mélanie est disparue. OK, non. Elle dit que Mélanie, elle l'emportait partout. Il faisait du patin à roulettes, il jouait au basketball, au mini-pot. Elle l'amenait au parc.
Elle parle de Mélanie comme sa deuxième mère. Son impression de Denis, drogué. Il se tient dans son garage, puis il fait de la drogue, puis il boit de la bière. C'est ça qu'elle pense de Denis. Puis là, il va le dire encore, attache ta tuque. Mais elle peut pas être plus attachée, comme ça fait 3 fois. La tuque est strappée avec des ratchet straps. Elle va quand même débarquer. Elle bouge plus. Ah, elle va débarquer. Jessie a dit que quand elle avait 15 ans, donc environ en 2006, Oh my God. elle reçoit un appel de Denis. Je suis pas capable. Le père de Denis vient de décéder, puis Denis dit que sa mère aurait besoin d'aide pour nettoyer la maison. Et puis c'est d'excuses. Il offre une petite jobine à Jessie. On se rappelle, Jessie, c'est la sœur de Mélanie. Ben oui. Il dit qu'il va la payer pour nettoyer la maison de sa mère. Jessie, elle accepte. Là, j'ai vérifié, puis Euclide l'éveillé, il est décédé le 6 novembre 2008. Donc, Jessie aurait plutôt eu 16 ou 17 ans, mais ça ne change rien. Ça ne change rien dans l'histoire. 1 an ou 2, on s'en calisse. Denis ramasse Jessie, puis il se dirige vers le nord, vers New Liskeard, dans la mauvaise direction. Oh, la mère de Denis hein? est supposée d'être à Cobalt. Eux autres, ils se dirigent vers le nord, vers New Liskeard, puis ils partent de Haileybury. OK. Denis arrête d'acheter de l'alcool. Puis ensuite, d'après Jessie, il arrête en part dans le milieu d'un boisé. Puis apparemment, qu'il se ramasse de la drogue. Là. Fait que, je sais pas s'il cache de la drogue dans le bois ou quelque chose, en tout cas. Il dit à Jessie, j'ai juste besoin de ramasser quelque chose. Et ensuite, il arrête à un motel. Non! Près de la station de gaz Husky, sur le bord de la route 11. Juste au nord de New Liskeard. Il lui dit, faut juste que je paye pour ma chambre de motel, je vais dropper mon linge là. Puis ensuite, je vais t'amener chez ma mère pour que tu nettoies la maison. Ben oui. Là, il regarde Jessie puis il dit, tu rentres pas? Il veut qu'elle rentre dans la chambre de motel. Non, don't do it. Elle lui répond, no. Ben, tu fais juste dropper ton linge, je vais attendre ici. Exactement. Il dit, non, faut que tu rentres. Non. Elle se sent forcée de rentrer. Non, Jessie. Je l'ai pas dit encore, là, mais Denis, c'est un gros bonhomme, il était imposant. OK. Jessie est forcée de rentrer dans la chambre. Je sais pas si elle se sent forcée ou s'il l'a forcée, c'est pas clair. Ça sonne pas comme qu'il l'a touché, mais comme elle n'a pas le choix. Une fois dans la chambre, Denis sniffe une ligne de coke, comme avec Joséphine. Ben oui. Il va dans la chambre de bain, se déshabiller, et puis il revient avec juste une serviette autour de lui. Non. Il offre de la coke à Jessie. Non. Elle refuse. Jessie, elle sait qu'elle est dans une très mauvaise situation. Ouais. Elle a des plans de rencontrer son chum après l'école. Puis là, si vous vous demandez pourquoi peut-être Jessie... Comment ça que Jessie n'est pas à l'école? Ouais, c'est ça. C'est... D'après ce que je vois, apparemment, elle aurait eu de la difficulté à l'école. Puis elle était homeschool. OK. Ouais. Bon. Me semble que c'est ça que j'ai lu. Pas de problème avec ça. Comme tout à l'heure, au début de l'histoire, on a dit que Mélanie, ça allait très bien, elle n'avait pas de préjugés. D'après Céline, ça n'a pas été aussi bien pour Mélanie. Pour Jessie, excuse. Jessie. Surtout parce que, comme Hate est la petite sœur de celle qui a disparu, comme. Ah, pauvre Pinot. Ouais. Oh, fait que là, elle rentre dans la chambre d'hôtel. Là, elle va texter son chum, puis elle va dire, si je suis pas aux autobus à 3h moins quart, faut que tu appelles la police. Faut que tu lui dises que je suis au motel. Oh my gosh, j'imagine. Il doit paniquer, lui, là. Puis là, avouer que son téléphone, il est quasiment mort. Non. Elle le ferme pour conserver sa batterie. Au cas où on en aurait besoin plus tard en urgence. Hey. Denis barre la porte. Jessie a avoué 3 serrures. Il s'assit sur le lit, presque nu. Il décrit le corps de Jessie à Jessie, nu. Comme il lui parle à elle de son corps, comme « Hey, t'es belle, t'as des belles cuisses, whatever », là, tu sais. Ouais, mais non. Ah. Il fait une autre ligne de coke, il se prend d'alcool, puis il continue de faire des avances sexuelles à Jessie. Il lui dit « Je te mangerai toute la journée, t'auras même pas besoin de rien faire. » Gross! Jessie essaie de rester calme. Elle essaie de le ramener à la réalité. Ouais. Elle dit j'ai un chum, Denis, puis il faut vraiment que j'aille nettoyer la maison de ta mère. Comme, je suis vraiment impressionné du calme qu'elle démontre pendant cette situation-là. Oh. Elle dit, tu sais que j'ai un chum, t'es le père à Steph, mon ami. Jessie, elle a pas mal la même âge que Stéphanie, la fille à Denis. Ça fait toute ma vie qu'on se connaît. Tu sais, les deux familles sont amies. Elle panique un peu à l'intérieur, mais elle essaie de rester calme. Puis elle fait semblant de texter sur son phone, elle essaie d'ignorer Denis. Tu sais, mais comme j'ai dit tantôt, son phone est fermé. Elle veut conserver sa batterie au cas où qu'elle en aurait besoin. Ben oui. Elle voit bien, comme que j'ai dit, il y a 3 cadenas à la porte. Elle se dit,
j'aurais jamais le temps d'ouvrir ces 3 cadenas-là avant que Denis réagisse et qu'il la pogne. C'est ça. C'est peut-être ce genre d'acte brusque-là qui trigger Denis à faire des choses violentes. Peut-être. Ça dure pendant 4 heures. 4 heures? Jesse dit que finalement, Denis la touche pas. Pareil comme Joséphine. Pendant que Jesse décrit toute cette histoire à la CBC, elle dit qu'elle n'a jamais raconté ceci à sa mère. Je comprends pas pourquoi il en parle pas. C'est une histoire complète de... On dit pas qu'est-ce qui nous est arrivé, malheureusement. C'est ça. Mais tu sais, d'une manière, je peux comprendre que c'est le père de mon ami, c'est des amis de ma mère, tu sais, mais en même temps, Caroline. Comme le MO à Denis, là, ça a l'air à être... Je ramasse des petites filles, puis je les fais sentir comme qu'ils doivent faire de quoi avec moi. Ouais. Tu sais, comme, il y a de l'air comme... Mettons, il y a des degrés de creep, là. Ben, il est juste 1 degré en dessous de « je vais la forcer à faire de quoi avec moi ». Tu sais, ils emmènent dans la chambre. Ouais. Ben, c'est déjà forcé pas mal, là. Ben oui. Mais, comme, je suis certain qu'il y a beaucoup de petites filles, malheureusement, que dans cette situation-là, ils se sentiraient tellement forcés à se dire comme « OK, fuck, faut que je sorte d'ici », tu sais. Mm-hmm. Puis, probablement, qu'ils se soumettraient aux demandes à Denis, malheureusement. C'est écœurant. Ça sonne comme ça. Dégueulasse. Right? Parce qu'il y a 2 histoires qui les touchent pas. Ça doit avoir arrivé qu'ils les a touchés. Ben oui. Comme je veux dire, avec un autre. Comme il a fait ça 2 fois, une avec Joséphine, une avec Jessie. C'est pas les seuls, c'est sûr, là. Ben non, mais oublie pas non plus qu'il s'est fait charger. Là. Ouais. Ça allait arriver. Mm-hmm. On peut dire, OK, peut-être c'est pas du viol, mais c'est du viol. Oh oui. Tu sais, je veux dire? Dans mes yeux, c'est du viol. Ben oui. À leur âge, en plus. Mm-hmm. Oh, mais que je n'aime pas Denis. Donc, pendant l'enregistrement du podcast The Next Call de la CBC, Céline rencontre un ancien ami de Denis. L'ami lui dit, c'est le temps qu'il lui dise de quoi au sujet de Denis. Oh. Elle et le journaliste du podcast, David Regin, ils se rendent chez cette personne-là. C'est un homme et une femme qui désirent rester anonymes. L'homme et la femme disent que, approximativement en 2014 ou 2015, Denis arrive chez eux, bien sous, puis gelé bien raide. Typical Denis. Ouais. Les 3 jasent. Puis ensuite, de nulle part, Denis va dire « Je l'ai tué ». Oh! La femme, elle lui demande « Qui ça? » Ouais. Et il va dire « Mélanie ». « Quoi tu veux dire, tu l'as tué? » Puis Denis va dire « Je voulais pas, ça a mal viré, puis je l'ai tué. » Puis là, elle lui demande « Où tu l'as mis? » Denis parle plus. Fuck! Vraiment? Après, pendant que l'homme, puis là, on se rappelle, il est chez un couple, right? Fait que l'homme, il part pour aller aux toilettes. Moi, je te laisserais pas tout seul avec quelqu'un qui vient de dire non. J'ai tué Mélanie. Je serais comme on va t'attacher après la chaise, là, puis on va fourner police. Ouais. Oh en tout cas, on porte pas de jugement. Non, mais. L'homme, il va pour aller aux toilettes. Là, Denis, il regarde la femme, à qui vient d'avouer un meurtre. Puis il lui dit Je vais te donner le meilleur orgasme. Ah, sac! Voyons! Je vais te manger la noune, qu'il dit. Bleh! Mot exact dans l'entrevue, cunt. Parce que c'est en anglais. À ce point-là, oh my God! La femme, elle le traite de gros dégueulasse. No shit! Elle quitte, puis elle s'en va dehors. Elle attend que son mari sorte des toilettes. Oh! Elle dit Colin. Ensuite à son mari qu'elle veut plus avoir Denis dans sa maison. J'ablôme pas. Ben non. Puis j'espère que son mari, même chose. Décalisse. Le lendemain, Denis retourne voir la dame. Là, il essaie de jouer une Uno reverse card. T'es pas sérieux? Il retourne. Oui. L'asti, il dit I didn't mean what I said. Je voulais pas dire ce que j'ai dit. Oui, sure. Ouais. Puis là, il la menace. Puis il dit si tu répètes qu'est-ce que je t'ai dit, je vais te tuer. Mais comme de quoi tu peux... De quoi? Ouais, tu vas me suer de quoi que tu me dis? Comme clairement, Denis n'est pas expert légal. Ouais, on va te suer. Moi non plus, mais tu peux pas suer quelqu'un pour... En tout cas. Je voulais pas dire ce que j'ai dit. Il parle-tu de lui donner un orgasme? Il parle-tu du meurtre? Comme c'est ça, là. Il a dit bien des choses inappropriées. Ouais. En tout cas, elle lui dit « Get the fuck off my property. Good. I got a phone in my hand. I'm gonna call the cops. » Good. Puis elle dit que... J'aime cette madame-là. Elle dit qu'en s'en allant, Denis le regarde puis il dit « I'll get you. Je vais te pogner. » Il est weird. Il a dit « I'll get you. » Ouais. So, il y a menace. Puis là, j'en ai parlé un peu tantôt. Le record criminel à Denis,
de ce que j'ai trouvé, puis il y en a peut-être d'autres, là, parce que c'est dur à obtenir. 2006. Failing to comply with an order to not associate or communicate with several people. Fait qu'il y avait un restraining order, ça a de l'air, puis il l'a pas respecté. Il a approché du monde qui n'avait pas le droit légalement d'approcher. Du monde qui ont été voir la police pour dire « Je veux pas Denis proche de moi. » Ouais, je veux pas ce creep-là. Ouais. 2012. Death threats, assault with a motor vehicle, possession of a taser, and various probation violations. T'as-tu même le droit d'avoir... T'as pas le droit d'avoir un taser? Ça sonne comme un rape kit. Pourquoi que t'aurais un taser? L'autre chose aussi, c'est probation violations. Fait qu'il était en probation. Fait que c'était une sentence de quelque chose qu'il avait déjà fait. Ouais. Fait qu'il manque des items ici. Là. 2013, sexual interference, touching a person under the age of 16 for sexual purposes. Ben oui! Que... Céline a toujours trouvé que l'histoire de pêche à Denis, elle faisait pas de sens. Mais non. À 2 reprises, plusieurs années après la disparition, Denis contacte Céline. Il est dans une chambre de motel. C'est pas ce que tu penses. Ah, OK. Puis il dit qu'il va se suicider. Il dit qu'il veut parler à Céline avant de se suicider. Les 2 fois, Céline est convaincue que Denis va lui admettre qu'il a tué Mélanie. Oui. Mais les 2 fois, elle y va, puis rien. Denis lui dit pas rien d'important. C'est comme s'il veut l'avouer. Mais il n'est pas capable. Puis il l'appelle, puis il n'est pas capable de le dire. Finalement, lorsque Denis fait de la prison pour avance sexuelle sur une mineure, qui est probablement la charge de 2013 qu'on vient de parler, Céline, elle le visite en prison, puis elle le confronte. Elle dit « Je dois t'éliminer comme suspect. » Puis d'après Céline, Denis dit rien. Quand Céline apprend que Denis est sorti de prison, puis encore là, asti, ça n'a pas de fucking bon sens que quelqu'un sorte de prison après avoir touché une jeune fille. Non. Asti, que ça m'énerve, ça. Mais comment de fois qu'il a fait... Tu sais, comme... Comment de fois qu'il faut que ça prend avant qu'il y ait quelque chose qui s'est fait? Ouais. Fait juste un petit mois ici, un petit mois là. Elle contacte sa vieille amie Sylvie. Ouais. Elle lui donne son numéro de téléphone. Puis là, comme d'après ce que je comprends ici, c'est que Céline n'a plus à rester amie avec Sylvie. Surtout si elle trouve l'histoire à Denis sketch. Mais non. Fait que c'est pour ça que ça dit, tu sais, je contacte ma vieille amie, je lui donne mon numéro de téléphone, soit elle n'avait plus son numéro de téléphone. Elle dit, je dois parler à Denis, je dois l'éliminer comme suspect. Ouais. Donne-lui mon numéro, sinon je passe le voir demain. OK. Là, il vient de sortir de prison, là, elle vient de l'apprendre. Elle dit, je m'en vais le voir, Chris. Oui. Tu sais. Oui. Comme on n'a pas parlé beaucoup de Céline, là, mais ça a l'air d'être comme une femme d'acier, là, comme elle est forte et fonceuse, elle lâche pas. Comme elle cherche tous les jours pour sa fille. OK? Je peux pas m'imaginer. Le lendemain, qui est la journée que Céline devrait aller voir, la fille de Denis, Stéphanie, elle visite son père. Elle dit, il est extrêmement stressé de parler à Céline. Okay. Il avoue à Stéphanie que l'alibi de la pêche, c'était de la merde. Puis en effet, qu'il était parti voir des courses de motocross. Ah! Stéphanie, elle questionne un peu au sujet du nouvel alibi. Ouais. Il dit avoir pris l'automobile de la conjointe à André. Fait que sa belle-sœur, le char de sa belle-sœur. OK. Qui fait pas de sens. Non. Parce que comment tu aurais pu traîner la motocross à André si tu prends un char? Un char. Stéphanie, dans l'entrevue, là, elle sonne pas comme qu'elle crée ça non plus. Ben, premièrement, pourquoi changer d'alibi? Comme que si ça aurait donné... Non, je peux aller à la pêche, là, je t'en ai... Pourquoi même mentir? Dire, je suis allée à la pêche au lieu d'aller voir des courses de motocross. Ouais. Puis on se rappelle... Who cares si t'as été voir des courses de motocross? Ouais, on se rappelle tout à l'heure, Joël puis Jason parlaient pas du motocross à la même place. Joël est convaincu qu'il a pas été au motocross ce week-end-là, qui était un party. C'était même pas la bonne journée non plus. Ouais. Les courses qu'on trouve sont le dimanche. C'est ça. Fait que l'histoire de motocross, ça fait pas de sens. Elle dit, son père paraît mal. Il sue beaucoup. Il a de l'air malade. Il dit à Stéphanie qu'il est très, très, très nerveux. Il se sent pas bien. Quelques heures plus tard, Denis subit un AVC majeur, une attaque de cœur, un stroke. Il ne sera plus jamais capable de parler. Oh my God! Céline le visite à l'hôpital, mais elle n'obtiendra rien. Oh, si! Can't catch a break. Elle dit, elle va voir Denis, puis la seule chose qu'il est capable de dire, c'est « Ah ouais, ah ouais ». Oh, il est paralysé, non. il ne peut plus parler. 2 semaines plus tard, en 2016,
Denis Léveillé meurt. Il avait 51 ans. Sa fille dit, c'est le stress de parler à Céline qui l'a tué. Ben oui, il a fait une... C'était comment longtemps après? Il disait qu'il était vraiment stressé, puis là, il a fait une crise cardiaque. Ouais, so une journée, Ouais. Céline téléphone Sylvie, puis elle C'est dit, ça. je m'en vais le voir demain s'il m'appelle pas. Ouais. Le lendemain, il fait une crise de cœur. Wow. Juste avant. Wow. Là-dedans, Aïe, aïe. il reste une personne qui potentiellement peut tout clarifier. Le frère de Denis, André. Ah oui, hein? Malheureusement, André refuse de parler aux journalistes de la CBC. Si on se fie à Sylvie, André était avec Denis cette fin de semaine-là. Exactement. Et encore, si on se fie à Sylvie, Denis et André auraient été dans un bar cette fin de semaine-là. André, il y a quelque chose à ajouter à cette histoire-là. J'ai pas appris grand-chose au sujet d'André en recherchant ce cas. Il coursait des motocross. Il était un ladies man, d'après Jason, le fils à Sylvie, fait que son neveu, right? Mais le plus troublant, c'est que Jason dit, on avait une voisine qui avait environ mon âge. Elle avait environ 12 ans. Oh my God. Puis je me souviens que mon oncle André la trouvait belle. C'est le seul détail que j'ai à propos d'André. Les autres choses qu'on a de lui, c'est qu'il dit fuck off aux journalistes de la CBC, il veut pas y parler. Je sais même pas, comme... Je sais même pas quoi dire. C'est tellement dégueulasse. C'est la fin de mon histoire. Non! Comme... C'est... Pognage de nerfs. C'est long. C'est un gros pognage de nerfs. Oui! Parce que, tu sais, on n'a pas tous les détails que la police a. Non. Mais... Garantie, là. Denis, c'est suspect numéro 1. Ben oui. C'est le mononcle creep dans l'histoire qui a fait ça à au moins 6 autres filles, qui a fait de la prison pour attouchement aux mineurs, qui avoue par lui-même qu'il y a des graphings sur les bras causés par Mélanie. C'est ça le plus gros. C'est son affaire de graphing. Puis dans le podcast de la CBC, là, le journaliste, il demande à la PPO, il dit « Saviez-vous que Denis a des graphings sur les bras le lendemain? » La police répond « Oui. » OK. Ils doivent avoir quelque chose en quelque part, mais on le sait pas. Mais il est mort en plus. Mais là, il est mort. Chier. Son frère veut pas parler. Ouais. C'est triste parce que, comme Céline, elle dit aussi, là, elle dit, je suis convaincue que c'est lui. Ouais. Elle dit, I know it, it's him. C'est ça. Mais ce serait tellement juste d'avoir du closure pour elle. Tu sais? Oui. Elle dit, à ce point-ci, elle dit, elle s'en sac qu'il y ait une justice criminelle dans ce cas-là. Ouais. Elle veut juste avoir sa fille. Ben oui. Mais oui, parce que tu peux pas... Parce que, puis là, je cite Céline, il n'y a jamais eu de funérailles. Exactement. Je ne l'ai toujours pas déclarée morte parce que je veux qu'elle soit trouvée avant de faire ça. Oui. Elle veut juste la trouver. C'est ça. Comment tu dirais ça, du closure en français? Je sais pas. C'est juste... Closure. Non, mais... tu peux pas... Comment tu fais ton deuil? Il faut qu'elle fasse son deuil. C'est le deuil, oui. Oui, hein? Comme il faut qu'elle fasse son deuil, pauvre madame. Puis tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas un corps, qu'elle ne saura pas ce qui est arrivé à sa fille, elle ne pourra pas faire son deuil. Non. Pauvre madame. Comme parent, là, c'est écœurant de vivre ça. Me semble, dans une des entrevues, elle dit que c'est depuis ce jour-là que c'est juste comme une longue funéraille. C'est comme ça l'arrête pas. Puis en plus, t'as des innocents, puis pas dans... Tu sais, des vrais innocents, des hosties de caves, là, qui vont lui dire « Ta fille, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. » Non, laissez-la tranquille, la pauvre madame. T'es pas la police. Ferme ta gueule. Je peux pas m'imaginer. Moi, on a eu une fille de cet âge-là, là. Puis comme ça, là, je sais où aller. Puis aussi, comme avec les textes, puis tout ça. Puis on va s'entendre, là, comme moi, je suis quand même un petit peu parano, là. Un petit peu? Puis j'écoute trop de true crime. Mais non, ma petite, elle a une alarme. Puis elle a son téléphone. Puis il faut que je sache où qu'elle va. Puis si elle change de place, je veux qu'elle me texte, je veux qu'elle me le dise. Ouais. Puis je vais la chercher. Puis je donne une ride pour y aller. Puis je vais la chercher. Puis c'est ça. Ça n'existait pas en 96. Exactement. Ça a été comme la petite période d'une couple de jours où c'est que son téléphone ne marchait pas, comme ça a tout tombé mal en même temps. Puis le fait que Mélanie est disparue sans aucune trace,
ça fait penser qu'elle est embarquée volontairement avec quelqu'un. C'est une explication très simple Peut-être. qui donnerait aucune trace. Parce que si elle se débat, les polices sont pas loin aux docks. Ils vont entendre quelque chose. C'est une route principale. Tu vas-tu prendre une chance d'essayer de prendre quelqu'un de force quand il y a 2 cruisers de la OPP pas loin? Moi, je suis convaincu que quelqu'un a passé à côté puis a dit « Hey, Mélanie, embarque. » Elle le connaissait. Elle est rentrée dans le char. Puis mettons que c'est Denis, elle le connaissait, c'est comme son mon-oncle. Puis s'il l'a agressé, ben c'est sûr qu'elle s'est débattue, la petite. Là. C'est pour ça qu'il y aurait eu des marques. Ouais, comme ma théorie du MO tantôt, là. Ouais. Denis qui emmène les filles dans le motel, puis qu'il attend que les filles l'approchent parce qu'ils se sentent tellement forcés, ils se sentent tellement de pression dans cette situation-là. S'il y en a une qui décide de se débattre, ça peut virer mal. Ouais, il est assez drogué. Ouais. Ça pourrait bien. On va ajouter que c'est juste une théorie, aucune preuve pour ça, mais... Non, ça veut pas dire que c'est lui non plus, mais il était quand même creep. Ça sonne plausible. Très. Ça sonne très plausible. Très plausible, mais c'est un creep. On le sait, c'est un creep. On l'aime pas pareil. Qu'il l'ait fait, qu'il l'ait pas fait. Non, c'est ça. Puis, il a avoué à quelqu'un qui l'a tué. Mais là, on va admettre quand même qu'il y a bien du monde qui admettent à des crimes qu'ils n'ont pas fait. En plus. Puis ils disent qu'il est arrivé chez eux, drogué, stone. C'est-tu vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Blablabla. Mais d'une façon ou d'une autre, il est creep. Puis il s'est essayé sur même la sœur à Jess. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ah, non, ben, j'avais jamais entendu parler. Ben, j'avais entendu parler du cas de Mélanie, mais j'avais jamais su toute l'histoire. Comme je savais même pas à propos de Denis Léveillé, j'avais aucune idée. C'est tous des détails qui ont sorti assez récemment. Puis c'est pour ça que j'ai mentionné le podcast de la CBC de Next Call plusieurs fois. Puis c'était ce journaliste-là qui a été fouillé vraiment loin. Puis c'est lui vraiment là, qui peint la target sur Denis. Là. Ouais. Ça sonne extrêmement plausible comme que c'est le suspect principal. J'espère pour Céline qu'elle va avoir des réponses un jour, qu'elle puisse faire son deuil. Moi aussi. Ouais. C'est arrivé en 96, ça va faire 28 ans bientôt. Ouais. Mélanie aurait eu 43 ans aujourd'hui. Approche, oui, pas mal mon âge, là. Oui, elle est dans notre âge. Oui. Ça aurait pu être notre amie. Absolument. J'ai des amis à New Liskeard. C'est entièrement possible que quelqu'un la connaissait, tu sais. Elle reste sûrement été mon amie. Elle était bubbly. Oui, bubbly. J'aime ça de mon bubbly. Ça fait 2 heures qu'on m'écoute parler, là. Ouais, pas mal tanné de t'entendre parler. Non, c'est pas vrai. Ouais. Pauvre toi. Non, mais on a une petite à aller chercher à part de ça, nous autres. Oui. On va aller la chercher. Elle ne marchera pas à la maison. Elle marchera pas certain, non. Non. Mais encore là, comme... Puis, on dit pas ça pour blâmer qui que ce soit, là. Non, mais je la ferai pas marcher quand même, là. Non. Elle est pas mal loin comme c'est là. Elle est loin de la maison, là. Je la ferai pas marcher à cette heure-ci. On s'entend-tu qu'il est quasiment 11 heures? J'espère que vous avez aimé ça, m'écouter parler d'un cas qui est malheureusement irrésolu. Des fois, je vais essayer de choisir des cas résolus aussi, là, parce que c'est très satisfaisant de dire que le calice est en prison. Là. Oui. Yay. On a une page Facebook sur la piste du crime. Allez dessus pour nous dire comment que c'était pas bon, puis qu'on vous aimez pas ça. Puis j'aime pas vos voix. Ta voix est pas bonne. Il suck. C'est ça. Non, faites pas ça. J'espère. J'ai essayé du mieux que je pouvais d'être factuellement correct. Si j'ai fait des erreurs, je m'excuse. Dites-moi-les, on les corrigera. Non, c'est pas besoin. Non, il y a toujours quelqu'un sur l'Internet qui va dire « Hey, c'était comme... » Ah oui, C'était pas 1,004, c'était 1,0041. Oui, c'est ça. Petite différence. Ben, actually, toi, t'es de même avec les détails. Je suis très de même. Fait que c'est ça. On va essayer de faire un épisode aux 2 semaines à peu près. On va prendre les tours. La prochaine fois, vous allez entendre la voix très merveilleuse et charmante de Mireille. Ah, puis moi, j'aime pas m'entendre. C'est moi qui va réagir, dire les « what the fuck ». Ouais. C'est toi qui vas pogner les nerfs. C'est ça. C'est ton tour de pogner les nerfs. Mon tour de faire le pognage du nerf. Ouais. Ça sera pas toujours 2 heures de long non plus. Là. C'est juste qu'il n'avait beaucoup à dire. Beaucoup de détails dans ton histoire. Mais surtout que c'est une histoire de 28 ans. Ouais. Et puis, c'est pas résolu. J'aimerais ça, me réveiller un matin puis entendre qu'il
ils ont trouvé qu'est-ce qui est arrivé, puis ils ont trouvé son corps, puis que Céline a pu Mais oui, c'est pauvre petite maman. avoir de la closure. Oui, absolument. Ben, merci de nous avoir écoutés. On va en sortir un autre dans à peu près 2 semaines. Dans 2 semaines. Fait que merci beaucoup, et puis j'espère que vous avez aimé ça, et passez un bon 2 semaines. À la prochaine! Bye! Bye!